Vous l'attendiez tous, je vois déjà vos messages. Salut Estelle, comment tu vas? Bah, salut à toi Mike. Alors déjà merci pour ton invitation et je salue toutes les personnes qui sont sur ce live. Voilà, je les remercie d'être présents. Et je vais très bien du coup, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie de venir. Eh ben, d'ailleurs, je vais te poser Je suis plein de questions flattée. parce que je veux tout savoir sur toi. Voilà, c'est comme ça. Moi, je veux tout Vous saurez savoir. tout. On saura tout. Voilà, je veux pas de langue de bois, je veux pas de politiquement correct, je veux pas Pas de d'autocensure. souci. Je veux que tu me dises tout, mais vraiment tout. Hein. Alors, Ah, je il n'y sais a pas pas de si vous souci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Estelle. En tout cas, elle a bien buzzé sur Twitter. Moi, je l'ai connue sur Twitter, en fait. Alors qu'elle est Oui. avant tout sur TikTok. Sur TikTok, elle a 110 000 abonnés. Je crois même plus aujourd'hui. C'est énorme. Hein. 112 000, 112 000 112 abonnés 000, bientôt, voilà. bientôt, oui. C'est énorme. Alors, TikTok, qu'est-ce que c'est? Faut dire une chose, c'est quand même le réseau social des 18-25 ans. Oui, exactement. Même, on peut être sur TikTok à partir de 13 ans même. Hein. C'est vraiment les Ouais. très jeunes. Bien, TikTok, Et, c'est une plateforme tout simplement pour les jeunes. Donc, ouais. ça a été créé de base pour les danses, pour les actings, pour les personnes qui chantent et les contenus créatifs. Moi, si vous voulez, j'ai commencé TikTok lors du premier confinement. Sur Ouais. TikTok, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de prosélytisme islamique, beaucoup de propagande gauchiste. Ça m'a effrayée. Je me suis demandé où j'ai atterri. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, autant faire de la propagande de droite, avec mon style à moi. Et Ouais. ça a attiré pas mal de jeunes. Et du coup, je suis arrivée à 112 000 abonnés, oui, parce que là, je suis à 111 000, mais bientôt à 112 000. Et en fait, je me suis dit, on ne peut pas laisser aux jeunes seulement du contenu gauchiste et du prosélytisme religieux. C'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'imposent et qui montrent notre contenu. Et c'est parti de là l'intention. C'est vraiment d'amener Donc, la ça veut jeunesse. dire que sur Hmm. TikTok, Oui, qu'on pourrait croire un peu un réseau social de vidéos un peu légères avec des danses, il oui, y a du prosélytisme d'islamistes oui, bien sûr. Oui, et de gens de gauche parce qu'ils se sont dit voilà un moyen pour toucher la frange jeune de la population. exactement. C'est exactement ce qu'il se passe. Il y a énormément. En fait, vous allez voir. C'est très simple. Quand j'ai commencé sur TikTok, c'était au mois d'avril. Vers l'été, donc au mois de juin-juillet, il y avait énormément de revendications suite au mouvement Black Lives Matter. Mmh. Donc, il n'y avait que des revendications, le racisme envers les Noirs, etc. Le racisme envers les Blancs n'existe pas. Moi, honnêtement, quand je voyais ça, je me suis dit, c'est pas possible que les jeunes, on les laisse dans cette propagande nauséabonde. Donc, je me suis dit, je vais me servir, on va dire, de ma façon d'être et de ma façon de présenter. Parce que je pense que pour faire passer des idées sur TikTok, il faut vraiment jouer sur le visuel, sur les images, sur la musique, sur les danses et sur l'humour. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais m'imposer et je vais faire passer des idées de droite pour sauver les jeunes de cette propagande. Et du coup, ça a fonctionné et j'en suis fière aujourd'hui quand même. Mais c'est vrai que sur TikTok, on pourrait croire que c'est que des actings ou des choses humoristiques, mais en fait, pas du tout. Il y a quand même des choses assez hardcore et je tiens à le préciser. Il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas s'imaginer ce qui s'y passe. Mais Et les est-ce que jeunes c'est sont modéré TikTok? malheureusement, ouais, c'est très TikTok c'est facile. modéré par des gens? Alors, oui, il y a des modérateurs, mais dans un premier temps, c'est des robots qui font la modération. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme nous, on peut signaler du contenu. Par contre, après ça, si on fait une revendication, on écrit un petit texte pour dire, par exemple, bon, il se passe ça sur TikTok, veuillez supprimer la vidéo. Là, il y a une personne qui va intervenir. Mais ça a géométrie variable. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va brûler le drapeau de la France, la vidéo va rester. Par contre, quand c'est une personne qui va revendiquer l'identité française, la vidéo va être supprimée pour propos haineux. Donc, c'est vraiment à géométrie variable. C'est que dans un sens et jamais dans un autre sens. Donc Et ça ça, veut c'est dire que très sur pénible. TikTok, voilà, par exemple, j'ai Oui, un môme qui va sur TikTok. bien sûr. Il peut voir des vidéos où on brûle le drapeau français et où Oui, ça reste, oui, oui. Et même pire. Il y a c'est-à-dire un pire, moment vas-y. donné, il y a un moment donné sur TikTok, il y avait une mode, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait un problème forcément avec Macron et le président Erdogan.
Et il y avait des femmes en fait qui s'amusaient à se dessiner le drapeau de la France sur un côté de leur joue, sur l'autre côté Ouais. de leur autre joue un drapeau par exemple d'un autre pays, et elles s'amusaient avec un rouge à lèvres à mettre une croix sur le drapeau français et à insulter la France. Et beaucoup de femmes vivant en France avec une origine extra-européenne faisaient ce genre de vidéos pour insulter la France. Et ça restait. Ça n'était Est-ce pas que, pris en considération comme des discours de haine. Voilà. est-ce que ces vidéos marchent? Oui, 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 elles marchent parce qu'elles font des milliers de likes et elles sont Ouais. partagées en masse. Et c'est pour ça que j'ai eu peur parce que quand je m'étais mise sur TikTok, je m'étais dit que c'était vraiment une plateforme pour rigoler. C'était Ouais. bon enfant. Et quand j'ai vu en fait que non, c'était énormément de propagande, et bien je me suis dit, eh bien moi je vais faire de la propagande pour remettre les jeunes en droit chemin et je vais faire passer des idées avec mon style à moi, avec ma façon d'être, avec mon vocabulaire de jeune, vu que je suis issue de la, on va dire, de la génération 90, plutôt fin 90. Et Ouais. du coup, ça a fonctionné et j'ai fait aimer à des jeunes la France avec des formats ludiques. Bon, alors, C'est-à-dire présenter les gastronomies ouais. françaises. Alors, Voilà, je vais chaque montrer un peu ce que tu région. fais. J'ai Là, je fait vais plein de montrer, fêtes différentes, oui. je vais montrer là 30 secondes un peu ce que tu fais, que les gens voient, et que les gens comprennent aussi. Parce que, en fait, voilà, les gens là ici ils sont sur YouTube et, Oui, c'est vrai que je euh, suis pas dessus et c'est pas tout la à fait. même chose. Oui, je Alors, sais bien. Ouais. moi, je vais dire, moi, ce que je veux, c'est aussi parler à tout le monde. Dans le sens où, voilà, hier, par exemple, j'ai fait un live avec Pierre-Yves Rougeron et Olivier Piacentini. On a vu trois mecs de plus de 35 ans parler d'économie. Et je pense que ça n'intéresse pas nos jeunes, notre jeune public. Mais les jeunes publics, il faut, je pense, comment dire, les capter. Voilà, c'est parce que c'est à partir de leur jeune âge qu'ils sauront s'ils sont pas gauchistes, s'ils sont pas anti-français, tu vois. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on doit réussir à leur parler. Et donc, toi, tu leur parles en plus à visage découvert. Parce que, Oui, les mais gens, tu les vois, jeunes, en fait, les jeunes, je dirais plutôt qu'ils sont exclus des mouvements de droite parce qu'ils se ouais, sentent, je veux dire, ils ont un certain langage entre jeunes et ils ne comprennent pas forcément les langages d'intellectuels. Et malheureusement, c'est ça qui ne donne pas envie aux jeunes de s'intéresser aux mouvements de droite. Parce que chez les mouvements de droite, il y a beaucoup trop d'intellectuels et peu de gens accessibles qui ont un langage de jeunes, qui s'habillent comme des jeunes. Et malheureusement, c'est ça qui manque chez les personnes de droite, c'est de la spontanéité, pardon. C'est une façon d'être comme les gens du peuple, une façon de parler très accessible. Et je pense que c'est ça qui va leur donner envie d'avoir des idées identitaires. Et franchement, c'est pour ça aussi que je suis sur TikTok, c'est parce que c'est drôle et on peut faire amener des gens sur des idées très sérieuses. Et c'est ça mon but aussi, et je le fais à ma manière. Et il y en a d'autres aussi qui le font. De plus en plus de jeunes se mettent à faire comme alors, moi. Hein. je vais montrer maintenant ce que tu fais. D'accord, ça marche. Comme ça. Et du coup, j'avais un petit peu envie de casser les codes. Donc là, c'est vraiment une mise en avant sur l'esthétique, mais je vous encourage à aller voir mon TikTok. Je fais aussi des sujets très, très sérieux, où j'ai des bonnes prises de position. Là, c'est vraiment le côté marketing dont Mais, je me sers mais, pour amener du monde. C'est une mais moi, stratégie. je vais te dire un truc, très sincèrement. Il faut pas avoir honte de ce marketing. Parce que Et il oui, faut on me reproche utiliser. souvent. Non, mais tu sais, il y a des types, ils vont toujours tout te reprocher, des types ou des filles, par jalousie, par rage, ils vont toujours tout reprocher. Mais je pense que il faut faire du marketing sur un outil marketing où on te demande de faire ce type de marketing. Parce que si tu fais autre chose, ça va pas marcher. Et le but, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que ça marche. Mais C'est oui, que, ça marche parce que ça amène du monde. Après, ce que je tiens à préciser, c'est qu'on peut amener du monde par le visuel, mais on peut les retenir aussi par l'intellect. C'est-à-dire que les deux ne sont pas indissociables. On peut très bien bien se sûr, servir d'une image et avoir aussi à côté de ça un discours intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez beaucoup de personnes, on ne peut pas parler intelligemment en ayant un physique, par exemple, de personnes, on va dire, qu'ils pourraient considérer comme un physique de personnes, allez, je pourrais dire, pas de télé-réalité, mais de personnes trop exubérantes. On va dire que dans les mouvements de droite, on est
assez puritain dans certains groupes. Et il y a aussi besoin aussi de personnes qui sont très accessibles, qui assument aussi des femmes. D'ailleurs, il faut qu'il y ait plus de femmes. Je trouve qu'on n'a pas assez de femmes dans la droite. Il faut aussi des femmes modernes, des femmes qui s'assument et qui ont aussi un discours sensé. Voilà, tout simplement. Et Mais, ça fait un bug et ça attire du monde parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ça, les gens. Ça leur fait un mais choc. pourquoi il n'y a pas assez de femmes à droite, d'après Tout toi? simplement, il n'y a pas assez de femmes parce que les femmes n'ont pas envie de se faire réprimander pour leur façon d'être, pour leur façon de parler. Elles n'ont pas envie d'être infantilisées. J'ai l'impression que les femmes, quand elles font, on va dire, de la politique sur les réseaux ou qu'elles veuillent se lancer à visage découvert, elles ont soit des critiques sur leur physique, soit des critiques sur leur façon de parler, des critiques sur leurs vêtements, sur leur passé. Et malheureusement, quand c'est une femme, elle n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'elle soit comme une sainte vierge. Un homme, par exemple, a le droit de boire, de fumer, de s'exprimer mal. Quand c'est une femme, et en plus avec des idées de droite identitaire, il faut qu'elle soit bien lisse. Il faut qu'elle n'ait pas eu une seule erreur dans sa vie. Et malheureusement, personne n'est parfait. Donc les Bien femmes sûr. s'empêchent de parler parce qu'elles n'ont pas envie d'être harcelées. Elles n'ont pas envie de perdre confiance en elles. Et elles n'ont pas envie d'être emmerdées dans la rue si elles se font reconnaître. C'est tout simplement pour ça. En tout cas, Alors, mon avis, c'est ça. C'est ouais. celui-ci. Alors, j'ai Oliver MC qui me dit il ne faut pas la casser. Pour une fois qu'une personne ose parler sincèrement, il ne faut pas la critiquer, sinon ça aidera pas notre cause. Et en effet, moi j'aime le discours qu'elle porte et je trouve qu'elle est très courageuse de le porter. C'est pas évident. Je veux dire, Non, énormément. C'est pas évident parce que je vais prendre l'exemple de la jeune Mila. Ah oui. On voit ce qui s'est passé contre elle. Sa vie, c'est devenu un enfer. Donc, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Mila? Bah, écoute, déjà, par rapport à Mila, je trouve que c'est scandaleux qu'une jeune fille de 16 ans, maintenant je pense qu'elle doit avoir 17 ans, Oui. c'est juste scandaleux que dans son pays où elle a le droit au blasphème, elle ne puisse même plus sortir parce qu'on s'adapte aux personnes qui nous agressent. Enfin, je veux dire, on est en train de donner raison aux personnes qui nous agressent en la laissant cloîtrer chez elle. C'est-à-dire qu'elle devrait pouvoir sortir. Enfin, je veux dire, c'est un droit de blasphémer en France. Alors pourquoi elle est sous protection judiciaire? C'est très hypocrite. On nous dit que la France nous permet de blasphémer, mais c'est elle qui reste en prison, cloîtrée chez elle, et ce sont les agresseurs qui, eux, ont la belle vie. Donc on est en train de donner raison aux gens qui veulent faire la loi en France. Et c'est elle qui subit. Donc en quelque sorte, on n'est pas crédible même au niveau de la politique française. On se met à genoux face à nos détracteurs, et ils le voient parce que c'est elle qui a sa vie gâchée. Et on nous dit, Donc, mais elle a le droit de blasphémer. Et il y a des politiciens qui vont dire, oh, mais le blasphème, quand même, c'est une honte. Mais on a le droit. Et du moment qu'on a le droit, eh bien, on peut sortir dans la rue. Si on ne peut plus sortir dans la rue, ça veut dire que aujourd'hui en France, le blasphème est réellement interdit. Ça ne sert à rien de dire que c'est autorisé parce que si après on se l'autorise, on ne peut plus sortir. Ça ne va pas ensemble. C'est pareil pour les caricatures. Ça ne sert à rien de dire qu'on a le droit de caricaturer si c'est pour après se faire décapiter et si c'est pour après que les profs s'interdisent de faire certains cours. Donc, cette politique, elle est très hypocrite et ils n'ont pas le culot de mettre des lois strictes. donc, pour toi, il y a une inversion des valeurs, dans le Mais oui, sens où les victimes deviennent des coupables et les coupables deviennent des victimes. C'est-à-dire que mais c'est les ça. gens qui ont insulté Mila, on leur dit ouais, mais ils n'ont pas de chance, ils sont victimes du racisme, tout ça. Oui, mais ce qu'on a oublié par rapport à l'affaire Mila, c'est que c'est elle qui s'est fait insulter. Hein. C'est pas elle qui a insulté, premièrement. C'est-à-dire qu'on l'a cherchée, on l'a insultée, on l'a humiliée. Donc, bien évidemment, bon, oui, elle n'avait pas à employer ces mots. Je sais que, j'avoue, oui, c'est vulgaire, mais on a le droit de blasphémer. Donc, dans ce cas-là, si on n'a plus le droit de blasphémer, il faut nous le dire, parce que ça ne sert à rien de nous dire qu'on a le droit de blasphémer si c'est pour après rester enfermé. Ça n'a pas de sens. Et c'est pareil pour les caricatures. C'est soit vous êtes un État ferme et vous vous faites respecter, soit dans ce cas-là, vous vous soumettez et vous nous le dites. Et vous changez les lois et vous nous dites on n'est plus en France et on se soumet aux détracteurs. Seulement, ils n'ont pas l'audace de le dire parce qu'ils savent que ça va passer des Français comme nous qui sommes attachés à nos valeurs. Et malheureusement, voilà, il y a des politiciens qui manquent de courage, qui n'osent pas dire les choses par peur de représailles. Donc, ils donnent raison à l'ennemi. Voilà. Ils ont peur que ces jeunes les attaquent ou peut-être Oui. de façon électorale, peut-être, et de perdre de cet électorat.
Bah, bien sûr, on le voit très bien, ils draguent un certain électorat pour une histoire de voix, voilà, pour être président. Mais en fait, en faisant ça, ils ont une très mauvaise stratégie parce qu'ils vont faire couler notre pays. Ils sont en train de faire du communautarisme. Ils se font de l'argent sur le communautarisme en vendant la France et l'Europe. C'est Et à quel scandaleux. moment tu t'es dit, dans ta vie personnelle, l'immigration quand même c'est un peu trop? Ah, fou. Très bonne question. Alors en fait, j'ai eu une éducation et une enfance à la campagne, donc il n'y avait pas beaucoup d'immigration. Mmh. Après, je suis allée dans des lycées quand j'avais 15 ans, qui étaient des établissements scolaires très mal fréquentés. Il n'y avait pas beaucoup de personnes blanches, il n'y avait pas beaucoup d'Européens, il n'y avait pas beaucoup de prénoms français. Mmh. Bon, on va dire que j'ai pu voir déjà une certaine France que j'ignorais. Et ça ne parlait pas français. Quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, ça a refusé de faire la minute de silence chez certains. Moi, ça m'avait choquée personnellement. Je me Dans ta rappelle classe? pas dans ma classe, quand on était dans la cour. Il y a des gens Ouais. qui ne sont pas venus faire la minute de silence, qui ne voulaient pas la faire. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment scandaleux. Et les professeurs ne disaient rien. Donc, moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'on avait eu un cours sur la liberté d'expression suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, il y avait plein d'élèves qui disaient que c'était mérité, quoi, ouvertement. Ah bon? Il Bah, disait voilà, les ils gens de disaient, Charlie ils n'avaient et de pas qu'à l'Hitler chercher. Cacher, ils Bah, sont morts, tu dis, bah, c'est normal qu'ils soient été tués. quand tu dis devant une personne, bah, de toute façon, ils n'avaient pas qu'à caricaturer, ils l'ont bien cherché, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand il y a un mais, quand il y a toujours un mais derrière, ça veut bien dire que tu cautionnes. Sinon, tu mets. C'est comme si tu dis à une personne, je t'aime, mais. Non, bah, tu m'aimes pas parce qu'il y a un mais. Bah, c'est pareil. Tu ne peux pas dire, il a bien cherché ou un mais. Il y a quand même eu un assassinat, des assassinats. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur fils, leur fille, leur enfant. Et il y a beaucoup de personnes, oui, qui étaient pas vraiment choquées. Pour eux, c'était mérité. Mais il le disait d'une manière qui se laissait entendre. Et moi, ça m'a choquée. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Euh, Ensuite, dans la rue, en tant que femme, l'été, quand on veut mettre un short ou quand on veut mettre une robe, ou même l'hiver, quand on met une tenue qui nous plaît, on se fait insulter toujours par les mêmes. Alors moi, ça me désole de dire toujours par les mêmes parce que je n'aime pas stigmatiser des communautés. Mais quand c'est une fois, deux fois, 10 fois, eh bien, tu fais des généralités malheureusement. Et tu vois bien qu'il y a un problème avec certaines personnes de l'immigration extra-européenne qui ont une vision de la femme archaïque, qui ne respectent pas la femme et qui pensent qu'une femme en robe ou en jupe mérite les pires sentences. Et moi, je l'ai vécu au quotidien. Donc déjà, ça m'a fait comprendre qu'il y avait un problème avec l'immigration. Aussi par rapport à mes anciens travails, des gens qui Tu travailles marchandent où? dans la vente, les gens me marchandaient les vêtements, alors qu'on est quand même en France. En France, il y a des prix fixes, on ne marchande pas les vêtements. Donc, on me marchandait les vêtements, on me marchandait même de la nourriture lorsque je travaillais dans la restauration. Et encore une fois, c'était toujours la même immigration. Donc, ça ne m'enchante pas de le dire parce que je sais qu'il y a des gens de l'immigration extra-européenne qui peuvent être des gens sympathiques et qui respectent la France, mais il y a quand même pas mal de personnes de cette immigration qui n'ont aucun respect. Et c'est pour Mais ça qu'est-ce que que j'en toi tu vis au quotidien? Voilà, quand tu sors dans la rue, qu'est-ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu peux être malmené, Oui, sifflé, oui, insulté? Est-ce que ça t'arrive? mais tout le temps. Quand je sors dans la rue, je me fais insulter, je me fais suivre. Euh, je me suis déjà fait, enfin, on m'a déjà balancé des canettes sur moi dans certains endroits. Voilà, enfin, je veux dire, c'est typique. C'est tout le temps. Même quand je sortais avec mes copines, on se faisait insulter, on se faisait suivre. Enfin, c'est opprimant. Et c'est le quotidien d'une femme dans une ville où il y a beaucoup d'immigration. Et le problème, c'est que ça ne cesse de s'empirer. Alors, en tant que femme, je suis obligée d'en parler parce que j'ai pas envie Oui? que mes futurs enfants vivent dans une France comme ça. Voilà, à l'époque de ma mère, la France, elle était pas comme ça, elle était sereine, on pouvait sortir Et même le soir tranquillement. Aujourd'hui, c'est impossible dans ma ville. la dernière fois, voilà, tu t'es fait, par exemple, siffler ou insulter, Bah, c'était c'était quand? il y a quelques jours, il y a 4 jours. C'était samedi. Bah, Voilà. moi, On ouais. m'a fait, hé, toi là. Des choses comme ça. Donne-moi ton snap, donne-moi ton numéro. Quand je refuse, bah, pourquoi tu fais trop la belle? Après, ça commence à m'insulter. Mais c'est pas Jean qui me fait ça, c'est ça le problème.
Alors moi, je vais te dire, je suis très content que tu puisses témoigner parce Bah oui, que, mais c'est le heu, quotidien de beaucoup, hein, malheureusement, de beaucoup de parce femmes. que le les gens pour qui on parle, c'est beaucoup un public masculin et je Bah, remarque que ce public masculin ne se rend pas compte, de ce que les femmes, vivent au quotidien. Moi, je me rendais pas compte non plus lorsque j'ai été, témoin, tu vois? Et c'est une réalité. Le problème, c'est que oui. c'est vraiment une réalité Ah, et mais oui, non, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, aucune femme ne peut nier ça aujourd'hui en 2021. mmh, On est toutes emmerdées au quotidien. Et encore plus si on assume sa féminité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, ce qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il y a énormément de jeunes femmes qui n'osent même plus s'habiller comme des femmes, qui se mettent des survêtements, qui ne se maquillent plus, qui s'attachent les cheveux, tout ouais, simplement pour avoir la paix. C'est-à-dire qu'elles se soumettent à l'immigration pour ne pas se faire emmerder. Et c'est grave. Déjà qu'on se soumet par rapport à nos lois, par rapport à la liberté d'expression, par rapport au blasphème. Alors maintenant, se soumettre par rapport aux tenues aussi, mais dans quelle France on vit? Dans quelle France nos enfants vont grandir? Et ça, c'est lié à l'immigration, oui. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même éducation que nous, qui n'ont pas les mêmes codes sociaux que nous. Et ils nous le font savoir. Et vu qu'ils sont beaucoup plus que nous par la démographie, ils vivent un peu avec leurs conditions à eux. Et nous, on doit s'adapter. Sauf que moi, la France que je veux, c'est la France d'avant, quoi. Que j'ai est-ce connue que tu jusqu'au ouais, cran, qui n'était pas est-ce que comme tu ça, malheureusement. trouves que, la France a changé entre l'époque où tu étais, adolescente et aujourd'hui que tu as 24 ans? Ah bah oui, elle a énormément À changé. l'espace de 10 ans, on va dire. Bah oui, bah, déjà, rien que quand je vois mes petites cousines, quand je leur dis, «C'est quoi la culture française?», elles ne savent pas me répondre. Que ce soit dans les établissements scolaires, ils n'apprennent même plus l'histoire de France, ils apprennent que, l'histoire de France, mais malsaine. Le colonialisme, la guerre d'Algérie, on passe énormément de temps sur ces chapitres, au lieu de Et nous qu'est-ce qu'on parler y de dit, tiens? Ah, ça m'intéresse de savoir ce qu'on y dit. oh ben, on prend pas forcément la défense de la France, hein, voilà. On dit que les 2 étaient coupables. Alors que normalement, dans un pays qui est patriote et qui a un minimum de dignité, on met en avant d'abord son pays. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on réprimande la France sur tous les chapitres, au lieu de mettre la France en lumière. C'est suicidaire, on prône la détestation de soi, de notre peuple, de nos identités européennes même, parce que pour moi, c'est pas que la France qui est en danger, c'est l'Europe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jeunes élèves pensent que la France est un pays malsain, nauséabond, qu'on a toujours été des personnes ingrates, que l'homme blanc est une personne qui n'est pas digne de ce nom. Et du coup, les gens préfèrent s'identifier à d'autres cultures. Est-ce que c'est ce que toi tu as appris lorsque tu étais, au collège, au lycée? Moi, quand j'étais au collège, personnellement, encore, ça pouvait aller. Parce que j'avais des professeurs qui étaient, enfin, j'étais dans un lycée, pardon, j'étais dans un collège de campagne. Donc, le programme scolaire du collège, ça allait, on nous apprenait la grandeur de la France. Mais des fois, sur certains chapitres, j'avais pas l'impression que la France, elle était bien mise, on va dire, en lumière, au contraire. Mais encore, ça pouvait aller. Après, au lycée, dans les établissements où j'étais, c'était plutôt une filière professionnelle, donc on n'était pas non plus comme une filière pardon, générale où on apprend vraiment l'histoire de France et des autres pays. Mais bon, on ne nous apprenait pas vraiment des choses intéressantes. Je veux dire, mon père, lorsqu'il était jeune, il apprenait des chapitres de l'histoire que moi, on m'a jamais appris, par exemple. C'est-à-dire? Même mon père, des fois, je lui parle, il me dit, mais tu savais pas ça? Mais je lui dis, ben non, on me l'a jamais appris. Même lui, des fois, il hallucine. Enfin, je veux dire, l'éducation nationale aujourd'hui, elle ne nous apprend rien. Elle ne nous apprend rien. Il est préférable d'aller sur Internet se renseigner ou se renseigner auprès de nos grands-parents que d'aller en cours. Parce que Ouais, rien, ouais. on n'apprend rien. Et la France, on nous apprend quoi? Les rois, les reines, mais c'est tout. On ne nous explique pas que la France, elle a fait des choses belles, on nous explique pas pourquoi la France, elle s'appelle la France. On nous explique plus rien. On nous explique juste les choses, on va dire, misérables, de propagande gauchiste qui prône la détestation de la France et qui fait l'égérie de tous les autres peuples du monde. Voilà, c'est tout. C'est Et à partir volontaire de pour quel moi. instant tu t'es dit dans ta tête: «Je me détourne du discours de la gauche, de détestation de la France. Moi, je vais décider d'aimer la France»? Bah, tout simplement parce que la France, je l'ai toujours aimée, pour commencer. Ouais, Mes parents, ils m'ont toujours appris que la France, c'était un beau pays. On a toujours visité les châteaux. On a toujours bien mangé chez moi. On n'a jamais mangé tout ce qui était industriel.
C'est-à-dire que j'ai toujours mangé des bons plats français. Ma grand-mère, elle est très attachée à la culture française, donc elle m'a toujours appris les bases de la France, hein, son patrimoine, ses plats. Donc chez moi, on aime la France, on me l'a toujours fait savoir. Après, franchement, en restant avec des gens de l'immigration tous les matins, parce qu'en France, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui sont des fils d'immigrés, hein, des petits-fils d'immigrés, ou même des personnes qui sont arrivées en France récemment. À force de rester avec des personnes qui parlaient plus français, à force de voir des commerces autour de mon lycée où ça ne vendait rien de français, eh bien, j'ai fini par perdre mon identité. Et sous la masse de l'immigration, je commençais à parler moins bien. Je commençais Ah ouais? à changer. Et j'en ai eu marre il y a 2 ans parce que mes parents me disaient que je parlais très mal, alors qu'avant je parlais très bien. En gros, j'étais en train de perdre mon identité, même mes parents le voyaient, et même moi, je m'en rendais compte. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train de me soumettre à l'immigration, je suis en train de me soumettre à leur code. Et ce qui m'a choquée, c'est quand une personne qui n'était pas française, qui est venue en France, m'a dit, mais on est en France ici? Bah, je lui ai dit, ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison, parce qu'en fait, on voyait que des restaurants étrangers, sauf des restaurants français, plus de Français blancs de peau. Alors, il y en a, ils vont me dire c'est raciste de dire ça, mais non. Quand je vais, par exemple, si je vais en Chine, il y aura plus de personnes avec des yeux bridés et des Asiatiques que, par exemple, de Portugais. Eh bien, en France, quand on va à Paris, on voit plus d'Africains que de Français, enfin d'Européens. Après, ils sont C'est-à-dire ton français déclencheur, administrativement. Pardon? c'est-à-dire ton déclencheur, c'est tes parents, quoi. En gros, un Non, jour, pas que. ils ont dit, voilà, écoute Estelle, on remarque que ton niveau de vocabulaire a baissé, quoi, en gros. Oui, bah déjà, mes parents, par rapport au fait que je disais des mots qui n'étaient pas très corrects, Oui. voilà, tout simplement. Visuellement, les commerces qui ont changé, le fait que je me fasse réprimander dans la rue par toujours les mêmes, et le fait aussi que je vois que les jeunes aujourd'hui, dans leur instruction, n'ont pas du tout les mêmes cours que moi j'ai pu avoir, ou même mes parents. Oui. Et aussi visuellement, le fait de voir que ethniquement, la France ne ressemble plus à son peuple autochtone. Voilà. Même moi, par exemple, je suis typée. Voilà, j'ai des origines espagnoles, italiennes, je suis typée. Mais une France, par exemple, avec des filles que typées comme moi, pour moi, c'est pas la France. Enfin, je veux dire, pour moi, la France, il faut qu'il y ait une assimilation, mais aussi que ethniquement, ça ressemble aussi au peuple européen et français. Bah, Et aujourd'hui, on ce ne que je se te sent pas dis, vraiment dans une Europe bah, ce que des tu années dis, 60. c'est aussi ce que je dis souvent. C'est que, bon, alors je sais que t'es passé chez Daniel et lui, Oui, son truc, c'est l'ethnie blanche. Ok, pourquoi pas. Il a raison. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Je pense que la France, ça doit avant tout être des Dupont, des Durand, mais des bien sûr. Fournier, Ah oui, mais c'est-à-dire oui. des mecs de souche, quoi. Je sais pas ce Mais que tu en oui, non, penses. mais il n'y en aura plus, c'est terminé, le mondialisme a tué tout ça, il n'y en aura plus. Enfin, je veux dire, c'est bien de se communautariser, d'avoir des idées, de rester entre personnes européennes pour contrer le poids démographique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se métisse, il y a une propagande pro-métissage. Quand on allume la télévision ou même Netflix, ils nous ont mis des reines métisses dans la dernière série, je ne sais plus comment elle s'appelle, alors que c'est pas logique. Enfin, je veux dire, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de reine métisse à Londres ou en Angleterre. On est en train de mettre des quotas pour faire plaisir à l'immigration qui vient en France. Mais est-ce que, par exemple, en Afrique, ils vont mettre des quotas de blancs partout? Bien sûr que non. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en Europe et en France, notamment, on est tout le temps en train de faire plaisir à l'immigration pour une histoire de chiffres. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Enfin, la France a toujours été comme ça. Tu viens en France, tu sais que c'est un pays de base de blancs. Donc, attends-toi à voir des gens qui s'appellent Jean, à des gens qui s'appellent Roger, Carole, etc. Attends-toi à manger du bœuf bourguignon et ne t'attends pas, quand tu viens en France, à avoir ton pays en France. Et Alors, je vais aujourd'hui, juste c'est ça. répondre, t'as raison. Alors, je vais juste répondre à Van Gogh 92 qui me dit, Mike, c'est idiot ce que tu as dit. Alors, je vais C'est-à-dire. t'expliquer, moi, mon point de vue, parce qu'il me dit, oui, concernant les Dupont, les Durand. Mais moi Moi, je, aussi, je peux y venir dessus, hein. Enfin, y revenir, hein. bah, on va revenir dessus, mais moi, je vais lui répondre, comme il m'interpelle, tu vois. Donc, Oui, non, je lui il n'y dis, a pas de souci. en effet, euh, tu peux trouver ça idiot, mais moi, je pense que si demain, tu as une majorité de Borowski, c'est-à-dire des Polonais, quoi, c'est plus la France. Même si on est blanc, catholique, c'est plus la France.
Pour Mais moi, je la suis d'accord France, avec toi. c'est des types de souches, quoi. Voilà, c'est cela. Je pense que c'est cela qui peut. Alors, moi, je crois au racisme anti-blanc, mais je crois plus encore au racisme anti-français. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, parce que moi j'habite à Saint-Ouen, c'est dans le 93. C'est une D'accord. ville qui touche Paris. Voilà. Et je remarque que les insultes, quand ils sont faits, oui, sur les blancs, ok, d'accord, mais j'ai remarqué qu'elles sont plus souvent sur les Français. Ah, France Glaoui, par exemple, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. On a Ou, déjà sorti Sale Gaouri, tout ça. Sale voilà, française. Alors Bagaouli, ça pour veut dire le passage français. en physique assez méditerranéen, enfin de femmes de Méditerranée, enfin sur la Méditerranée, certains me disent, tu as plutôt un style même maghrébine, on me le dit. Hein. Mais Ouais, on m'a déjà traité de sale française dans cette langue-là. Mais par ouais, rapport au prénom, en fait, pour moi, la France, c'est un tout. C'est une religion. C'est une cohésion d'un tout. C'est la cohésion de la religion catholique qui était le nerf de la France et qui oui, crée une certaine union entre les Français. C'était une racine commune, même si certains n'étaient pas pratiquants à 100%. C'est des prénoms français, parce que quand tu appelles ton enfant par un prénom français, ça veut dire je veux faire partie de ton identité. Quand tu refuses de t'appeler par un prénom français en tant qu'immigré, ça veut dire que tu t'exclus de la communauté française, que tu revendiques d'abord ce que tu es, tes origines, de ton pays où tu étais. Moi, mes grands-parents, quand ils sont venus en France, ils ont donné des prénoms français à mes parents pour dire on est content d'être chez vous, donc on va vous le faire savoir, donc on va se naturaliser et on va donner des prénoms français à nos enfants. Voilà, on fait partie de l'histoire française maintenant. S'ils n'auraient plus voulu être français ou ils voulaient se dédouaner de l'histoire française et de la culture française, ils seraient retournés en Espagne, ils auraient continué à manger leurs plats locaux, ils auraient continué à manger à 15h de l'après-midi et ils auraient parlé en espagnol. Aujourd'hui, les gens viennent en France de l'immigration, veulent rester ceux qu'ils sont et veulent revendiquer ce qu'ils sont. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assimilation, il n'y a rien du tout. Et ils vont nous demander à nous, Français ou Européens, d'accepter ça, alors qu'eux ne l'accepteraient pas chez eux. Donc, non, je ne vois pas, par exemple, en Chine, des Chinois accepter qu'il y ait des immigrés français qui viennent avec leur prénom en masse, changer la Chine avec que des Benoît. Ça serait très bizarre. C'est comme dans les pays arabes, je ne vois pas une majorité de chrétiens en masse. Tu et vois toi, l'inversement qui se passe, tout est bien inversé sûr, sous mais prétexte tu viens de du parler du catholicisme. multiculturalisme. Tu viens de parler du catholicisme. Quel est ton avis, par exemple, sur le catholicisme? Est-ce que, par exemple, tu es croyante? Parce que voilà, j'ai beaucoup de gens Oui. qui me parlent du catholicisme. Et je dis, parle Alors, du catholicisme, vas-y. ok, d'accord. Alors, moi, j'ai été baptisée à mes 4 ans. Mes parents ont décidé de me baptiser. Toute ma Oui. famille est baptisée, mes 2 parents. Après, moi, personnellement, je vais à l'église seulement pour les mariages et pour les enterrements. C'est tout. Et pour la messe de Noël, ça m'arrive. Après, je ne pratique pas, mais j'ai été baptisée. Par contre, je suis consciente que ce qui a fait la grandeur de la France, au niveau de l'architecture, au niveau des valeurs morales, c'est le catholicisme. Et il ne faut pas se mentir. C'est comme dans les pays arabes. Ce qui a fait l'architecture arabe, ce qui a fait la mentalité arabe, c'est aussi leur religion qui est l'islam. C'est politique. Je veux dire, une religion, c'est politique pour moi. Une religion, ça instrumentalise l'emploi du temps d'une personne, de comment elle doit se comporter, de comment elle doit s'habiller, de l'architecture. C'est un tout. Donc, pour moi, honnêtement, le catholicisme, ça a permis d'avoir la grandeur de la France. Voilà. Que ce soit en Italie, c'est pareil. On voit les monuments, on voit plein de choses qui sont liées à la religion chrétienne catholique. Et sans cette religion, forcément, il y a d'autres personnes qui s'embrèchent sur le fait que la France soit laïque pour imposer eux leur religion. Ben, Alors que justement, tu parce viens de qu'il y parler de a moins de laïcité. catholiques, vu qu'il y a moins de Est-ce qu'on ne doit catholiques, pas revenir eh à bien, il y a plus d'autres de religions qui la catholicisme, par remplacent. exemple? J'ai pas compris, Est-ce pardon? qu'on doit revenir à plus de catholicisme que de laïcité, justement, pour pas Non, que les non, gens. non. Là, on se gourre. Non, ce qui va se passer, enfin, en tout cas, moi, pour moi, ce qui va se passer, c'est que vu que le catholicisme, euh, c'est encore la religion dominante sur la planète, enfin, sur notre planète Terre. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'en France, en Europe, l'immigration, c'est une immigration extra-européenne. Et eux, à part des pays en Afrique comme l'Angola qui ont été colonisés par les Portugais, eux, ils sont chrétiens. Mais les autres sont musulmans. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus tu fais venir des immigrés extra-européens avec une religion qui n'est pas catholique, plus ils vont rallier à leur cause eh bien, des Français et leur faire venir sur leur religion à eux. Parce que quand tu te mets avec une personne qui n'a pas ta religion, c'est soit tu te convertis et tu rejoins la religion de la personne d'origine extra-européenne, donc tu deviens musulman,
parce que, ou juif, j'en sais rien. Mais tu ne restes pas. C'est soit tu deviens l'autre, soit tu restes toi-même. Et généralement, tu deviens l'autre quand tu es amoureux ou amoureuse. C'est pour ça que le prométissage, en fait, le prométissage, ça engendre le fait que les personnes françaises autochtones changent de religion et du coup qu'il n'y ait plus de Benoît qui ressemble à Benoît parce qu'ils se métissent forcément. Donc après, moi, j'ai rien contre les cultures extra-européennes ou même les religions autres que le catholicisme. Mais quand tu viens avec une migration qui est conséquente sur un peuple qui était catholique, ben, tu changes la religion, tu changes le faciès par le métissage, et du coup, ça ne ressemblera plus à l'Europe. Et c'est ce qui est en train de se passer. La mondialisation est en train de créer un choc des civilisations en Europe. Voilà, c'est mon avis. Alors, j'ai une question de Van Gogh qui me dit, Estelle, que penses-tu des étrangers qui s'assimilent? Alors, bah, écoutez, pour moi, les étrangers qui s'assimilent, c'est parfait. C'est le meilleur exemple qu'ils puissent donner aux autres étrangers. Moi, il n'y a pas de souci au fait que les étrangers s'assimilent. Le seul problème que j'ai, c'est que il faut des étrangers qui s'assimilent, mais qui soient toujours minoritaires par rapport au peuple autochtone. C'est comme je vous disais, par exemple, si je vais en Afrique, c'est super pour des Africains que des Français blancs s'assimilent parfaitement à la culture africaine. Mais il faut quand même qu'ils restent minoritaires par rapport au peuple. Parce qu'une Afrique blanche, ce ne serait pas une Afrique, ce ne serait pas la vraie Afrique avec leur vrai peuple, avec leur vraie tradition. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut toujours pour moi que la majorité d'un peuple reste la majorité. Mais je n'exclus pas qu'il faut aussi des étrangers, voilà, mais seulement qu'ils restent minoritaires pour ne pas qu'on ait ces problèmes aujourd'hui de religion dominante qui change, de prométissage et j'en passe, et de commerce dû au communautarisme qui ne sont pas à l'image de la France et de sa culture. Est-ce que tu connais dans ton entourage des étrangers peut-être extra-européens qui sont justement assimilés? Oui, j'en connais, bien sûr. Bien sûr que j'en connais. Oui, il y Est-ce en que a. c'est une majorité dans ton entourage? J'en connais, bien sûr, j'en connais. J'en ai même côtoyé des personnes des personnes d'immigration extra-européenne qui sont des gens très corrects, qui eux-mêmes en ont marre de se faire salir par des gens de leur propre, de leur propre origine. Voilà. Mais moi, ces gens-là, je ne vais rien leur dire. Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire barrez-vous? Non, je ne vais pas leur dire ça. C'est les politiques. C'est eux qui ont fait n'importe quoi. C'est ces gens-là. C'est eux qui. Enfin, je veux dire, les conséquences, elles sont là. Mais qui a fait ça? C'est bien des gens qui les ont laissés venir. C'est bien des gens qui ont donné le droit du sol à n'importe qui. Aujourd'hui, on est français sans avoir à faire de preuves. En Russie, Vladimir Poutine, il ne donne pas la nationalité russe à n'importe qui. Donc, je ne vais pas réprimander des gens qui se comportent bien. Par contre, ceux que je vais réprimander, c'est les personnes de gauche qui sont dans un angélisme politique et qui défendent à tout va les personnes de l'immigration extra-européenne qui ne veulent pas manger à la française et qui font leur scandale à tout va. C'est eux qu'il faut réprimander. C'est cette politique immigrationniste qui nous a fait venir trop de cultures différentes et qui font qu'on a des altercations au quotidien. Mais on ne va pas réprimander ceux qui sont là, ils n'ont rien demandé, malheureusement. Ça, c'est trop tard. C'est l'erreur des politiques. On peut en vouloir qu'à eux. Alors, j'ai le youtubeur, la chaîne de VV, que je salue et que je te conseille d'aller voir, la chaîne de VV, un patriote. Alors, il te dit, bravo Estelle, c'est cool, et merci de rester comme tu es, sans te prendre la tête avec les réflexions des patriotes débiles, les mecs jamais contents. C'est vrai. Il y a des gens, ils sont jamais contents. J'ai l'impression que c'est quand même un milieu très compliqué. Pour moi, ça a été très compliqué, honnêtement. Oui. J'ai Daniel Conversano qui m'a partagé sur son canal Telegram. D'ailleurs, je le remercie. C'est lui qui m'a fait. On salue Daniel. Hein. Quoi. Il m'a donné de la visibilité. Et d'ailleurs, je l'apprécie beaucoup. Pour ceux qui le diabolisent autant, là, qui racontent des salades sur lui, moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'en ai pris pas mal des remarques par rapport à ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Moi, je vais te dire, Daniel, je suis pas d'accord. Je suis pas ultra d'accord avec lui. Ouais. Mais c'est un mec vraiment sympa, tu vois. Je l'ai rencontré, on a fait un débat, lui et moi. J'ai un type qui s'appelait Tepa, malheureusement, il nous a quittés, Tepa. C'est à son âme, j'ai vu. Voilà. Et c'était un mec, il avait une chaîne de presque 100 000 abonnés sur YouTube. Mais alors, évidemment, YouTube a eu la grande idée de le supprimer. Et on a fait un débat l'un contre l'autre. Enfin, c'est pas vraiment un débat parce qu'on était d'accord sur beaucoup de choses. Et j'ai découvert un mec quand même vachement sympa, quoi. Alors, je suis pas totalement d'accord avec lui sur le fait de quitter le pays, tout ça. Bon, après, ça, chacun son truc. Mais je trouve que c'est un mec sympa et qui fait le job, quoi. Donc, voilà. Donc, je le salue s'il nous regarde.
Et donc, c'est très bien justement qu'il t'ait mis en avant parce que moi, je pense qu'il faut te mettre en avant. Parce que, voilà, je leur ai dit, hier, on a fait un débat avec Pierre-Yves Rougeron et Olivier Piacentini. Alors, c'est des grands intellectuels, c'est super. Mais je veux dire, on se met de côté par rapport à une frange de la population qui ne va pas nous écouter, qui va plutôt t'écouter toi, tu vois. Et je pense que c'est important que tu sois là parce que déjà, tu as le courage de dire les choses. Il faut avoir le courage. Je veux dire, quand on a 24 ans, quand on voit l'exemple de Mila qui se fait Ouais. assassiner, tu vois, et c'est compliqué à vivre, quoi. Tu vois, donc toi, Mais et tu dis ça en plus. c'est pour ça que je t'ai dit, ça a été très compliqué quand Daniel Conversano m'a partagé parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'insultes. Ça a été compliqué. Je ne m'attendais pas à avoir autant de haine. On m'a reproché mon élocution, plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on est né dans les années 90, à la fin des années 90 ou au début, voilà, dans les années 2000, on a baigné dans le multiculturalisme, on a baigné dans ça. On a côtoyé que des gens de l'immigration. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on n'ait pas des problèmes pour avoir une bonne élocution ou qu'on s'exprime comme des personnes qui sont nées dans les années 60? C'est compliqué. C'est pour ça aussi que je parle à la jeunesse parce qu'on se comprend, on a le même langage. Mais je suis consciente que j'ai des lacunes, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, on ne peut pas les exclure parce qu'il y a énormément de personnes qui subissent l'immigration aussi. Mais, Il y a énormément de femmes qui se sentent en danger dans la rue. Et le fait qu'elles se sentent exclues des personnes de droite parce qu'elles ne parlent pas assez bien ou parce qu'on va leur reprocher d'avoir fréquenté des personnes de l'immigration alors qu'elles n'ont pas eu le choix, vu qu'elles sont nées avec ça, mais eh voilà, bien, justement, ça refroidit pas mal de jeunes. justement, moi, je voudrais parler des jeunes parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant de la réalité de ce qui se passe avec ces jeunes. Voilà, toi, tu as parlé du fait que en fréquentant des gens issus de l'immigration qui peut-être n'avaient pas nos codes culturels, tu avais baissé en langage et tes parents te l'ont dit. Est-ce que justement, aujourd'hui, parmi les jeunes, il n'y a pas une assimilation à l'envers, dans le Et sens c'est ce que je où suis en train de dire. des jeunes autochtones, voilà, Ben, s'assimilent c'est ça. Mais à oui, des jeunes beurre bien black? sûr. Ben, on n'a pas le choix. En fait, je vous explique, on n'a pas le choix. C'est soit on s'adapte ou sinon on subit. Donc, c'est simple. Soit C'est-à-dire, tu t'adaptes et tu t'en sors plutôt bien, soit tu subis. En fait, on s'assimile à une autre culture. Mais on sort dehors. Il n'y a qu'à sortir dehors pour voir qu'il n'y a plus de commerce français. Alors, je ne sais pas dans quelle ville sont les gens sur le live, mais moi, dans ma ville, il n'y a pas de commerce français pratiquement. On sort dehors, il n'y a pas de blanc de peau. Enfin, il y en a, mais ils sont minoritaires. Enfin, en tout cas, dans ma ville. Après, je sais que toutes les villes ne sont pas submergées par l'immigration. Mais quand tu es jeune, quand on te dit que la France est multiculturelle, quand tu entends Emmanuel Macron dire qu'il n'y a pas, quand tu entends le président Emmanuel Macron dire qu'il n'y a pas de culture française, eh bien, quand tu es jeune et que tu nais dans cette époque où il y a le pro-métissage qui est mis en avant et la propagande gauchiste, tu penses qu'il n'y a pas de culture française, tu penses que la France, c'est pas des Benoît et des Henri ni du bœuf bourguignon à table, tu t'habitues à avoir des commerces extra-européens partout, et donc tu t'adaptes, tu t'assimiles à ce qu'on te propose. Et on ne te propose mais, pas une mais identité française. est-ce que Donc toi, forcément, tu as tu cru côtoies des gens d'immigration et tu parles comme eux. Mais c'est est-ce que pas. toi, à un moment donné, tu as cru en ce discours de Macron, par exemple, qui disait ah non, il n'y a pas de culture française? Non, j'y ai pas cru, encore une fois, parce que j'ai eu une éducation où on m'a montré qu'il y avait une culture française. Par contre, je me suis adaptée à une autre culture parce que pour moi, j'étais partie du principe que la France était foutue et que dans tous les cas, la France serait un autre continent avec une autre religion, avec une autre culture. Et je voulais pas partir en guéguerre et me pourrir ma vie à faire croire, enfin, à vouloir faire dire des choses aux gens et à leur faire comprendre des choses parce que je me dis, les gens, de toute façon, la plupart ne veulent pas être sauvés. Je le vois. Il y a plein de gens de mon âge qui ne veulent pas être sauvés. Ça leur va très bien. Ça leur convient de ne pas manger à la française. Ça leur convient très bien de ne plus voir des Français. Ça leur va très bien parce qu'ils se sont adaptés à ça, à cette nouvelle assimilation inversée. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser passer ça, tout simplement parce qu'en tant que femme, je vois le danger venir pour moi. J'ai pas envie de finir couverte dans les rues, j'ai pas envie de raser les murs, j'ai pas envie de commencer à parler dans un langage encore pire que celui que j'ai aujourd'hui. J'ai pas envie de ça. Et donc, du coup, je me suis dit, si personne ne le fait, qui va le faire? Donc, jusqu'en 2022, je vais parler sur les réseaux, je vais faire porter mes idées avec mon langage à moi. Par contre, en 2022, si rien ne se passe, franchement, je pense que ça va me démotiver par contre, parce que ça Mais va vraiment. Oui. quand tu dis rien ne se passe, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe en 2022?
J'aimerais qu'en 2022, on remigre les personnes qui sont hostiles, qui crachent sur la France, les personnes qui sont des multirécidivistes et qui souillent les prisons françaises et qui nous coûtent de l'argent. J'aimerais que la CAF se charge des dossiers frauduleux des personnes qui prennent de l'argent du système généreux qu'on a pour envoyer l'argent à leur famille à l'étranger, tout en crachant sur la France. J'aimerais qu'on arrête les droits du sol à tout va et qu'on donne le droit du sol au mérite. J'aimerais que l'on détruise les commerces en masse dus au communautarisme extra-européen pour remettre des commerces français. J'aimerais que dans l'instruction des enfants, on remette la Marseillaise et qu'on remette des cours de morale, qu'on remette des chapitres importants de l'histoire française et qu'on mette la France en éloge et non qu'on prône la détestation de ce que l'on est. J'aimerais que l'on oblige les Français à avoir un prénom français, même les Français qui ont, par exemple, le titre de français par les papiers, pour faire une cohésion nationale. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais que la France redevienne la France par tous ces procédés et qu'on y mette de la fermeté et qu'un président ou une présidente ait le courage de faire ça. En Et fait, tu as j'aimerais ça plein de vraiment. propositions, en fait. Mais oui, C'est un vrai programme bah, c'est politique. logique, c'est censé. Enfin, pour moi, c'est censé. Enfin, comment on ne peut pas vouloir ça pour notre France quand on a connu la France? J'ai connu la France du franc jusqu'à mes 8 ans, c'était pas comme ça. Et j'aimerais aussi qu'on arrête de changer les noms de livres là. Par exemple, les 10 petits nègres, ils l'ont remplacé. Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on arrête de faire tous ces caprices, qu'on arrête de céder à tous ces caprices. C'est pas, il faut arrêter, c'est tout. Bah, moi, J'aimerais je vais qu'on te dire une arrête de chose. nous censurer euh, aussi. C'est plus moi, je vais possible. te dire une chose. Je trouve que tu as un vrai discours intelligent, tu as un vrai discours politique. Et moi, je vais te dire une chose. Mon rêve, ce serait qu'il y ait plein d'Estelle Redfield, quoi. Je veux dire, ce que tu dis, c'est censé, quoi. Et tu as Mais tout le plein de monde le choses, plein. dit. Quand je sors dans la rue, quand je vais Hum, parler à mon voisin ou à ma voisine, quand je vais faire les courses, mais tout le monde le dit. C'est juste que personne n'ose le dire publiquement parce que les gens ont peur des représailles. Et toi, t'as pas Mais, peur. mais avoir peur, ça sert à quoi d'avoir peur? Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour une personne qui veut te faire du mal que de montrer que tu as peur. Mais non, justement, il faut être honnête. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Personne ne Hum. l'accepterait dans d'autres pays. Donc pourquoi nous, on l'accepterait chez nous? Ayant un peu de dignité, c'est tout. Après, si ce que je dis c'est grave, eh bien, franchement, oui, ça prouve que le monde part très. Enfin, le Oh, monde tu n'a dis aucun la sens. normalité. Ce que je dis, c'est un discours d'une jeune femme qui est issue d'une immigration européenne, qui a eu un modèle par ses grands-parents qui était correct, et qui veut que la France reste française dans son identité, dans son ethnie, par question de respect envers les anciens. Et c'est tout. Je ne dis pas que je n'aime pas les personnes extra-européennes ou que je n'aime pas leur culture. Je dis simplement qu'en France, on vit à la française. Et qu'il faut toujours que la majorité ethnique reste la majorité ethnique pardon, par crédibilité envers un pays et par respect envers les anciens qui ont créé cette Europe. C'est tout. Après, si ça dérange, bah, c'est que les gens n'ont pas de cerveau ou qu'ils ne réfléchissent pas correctement. C'est pas possible. C'est Alors, un discours logique. David nous dit: bonjour Estelle, que penses-tu de Bonjour. Darmanin qui veut dissoudre Génération Identitaire et laisse la parole à d'autres groupuscules tels que la LDNA qui crachent son venin sur la France tranquillement? Mais en fait, Darmanin, je l'aimais bien. Je dis pas que je Mmh. l'aime pas, mais sur ce discours, je ne le rejoins pas du tout. C'est pas Génération Identitaire qui vont mettre le danger en France. Hein. Génération Identitaire, ce ne sont pas des personnes néo-nazis. Hein. Ce n'est pas la réputation qu'il faut leur donner. C'est juste un groupe de personnes qui sont attachées à leur identité, qui veulent rester françaises dans leur identité, qui ne veulent pas se faire remplacer par une autre culture et par d'autres ethnies. Mais c'est totalement logique en fait. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Il n'y a rien de raciste, il n'y a rien de facho. C'est pas eux qui vont déclencher des attentats ou j'en passe. Ils n'ont jamais tué quiconque à ce que je sache. Ils tiennent juste à ce que la France ressemble à la France d'avant. Il est où le mal à ça? Parce que Thaïs, la représentante de Génération Identitaire, elle est blonde aux yeux blonds, on doit la ramener à une néo-nazie. C'est n'importe quoi. Franchement, je ne le comprends pas sur ça. Là, je suis pas du tout d'accord avec lui. Génération Identitaire, ils veulent juste qu'on respecte la France. Et ethniquement, c'est logique, excusez-moi, que la France ait plus de personnes autochtones chez elle que d'étrangers. Dans ce cas-là, vous allez nous dire quoi? Que la France, c'est la poubelle du monde? Pourquoi en Mais Chine, il y a plus de Chinois, non? En France, bien non. sûr. En tout Alors, cas, je j'ai trouve. un témoignage de Hans Miata qui nous dit: j'habite dans un village et les jeunes enfants de primaire disent Wallah sous le Coran et cher. C'est tout à fait Euh, normal qu'ils le disent. Est-ce que ça arrive dans ton village à toi?
Non, pas, non, moi dans mon village, c'est pas comme ça, mais dans les villes, oui, mais c'est tout à fait normal, hein. Y a rien ça ne me choque en rien. Bah, c'est normal, il n'y a pas de culture française Mais est-ce pour que les ce jeunes. langage-là, c'est seulement les jeunes enfants maghrébins ou des Mais jeunes non, c'est tout le monde. Français Mais non, blancs mais disent ça non, non, aussi? c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas, c'est pas une histoire de. Il peut très bien avoir un Portugais, enfin un Français d'origine portugaise qui peut parler comme ça. Aujourd'hui, les textes de rap, c'est que des mots comme cela. Donc, Bah, ça justement, m'étonne tiens, pas. parlons Enfin, de quand ils rap. écoutent la radio, il n'y a, y a que des Ouais, insultes, il n'y a que des mots de l'immigration extra-européenne. Donc, ils écoutent Skyrock, ils écoutent la radio, ils entendent que ça. Donc, ils reproduisent. C'est logique. En fait, bah, ils reproduisent par mimétisme sans s'en rendre compte. Pour eux, la France, c'est pas ça. Pour eux, la France, c'est le multiculturalisme. Donc, ils s'assimilent au multiculturalisme. Ils ne sont pas français, ils sont tout à la fois. Et c'est la culture dominante extra-européenne qui va leur faire dire certains mots. Par exemple, même s'il y a des Asiatiques en France, ils ne vont pas parler en mandarin, par exemple. On va parler comme les Chinois. Ils vont parler avec la culture extra-européenne dans ce multiculturalisme qui est la plus conséquente. C'est tout. Donc, il n'y a mais rien de. justement, tu as parlé de Voilà. rap. Tu as parlé de rap et tu as fait d'ailleurs une vidéo contre le rap. Enfin, c'est-à-dire en gros, j'ai vu que tu mettais des pouces en bas pour parler du rap. Est-ce que le rap actuel, c'est quelque chose qui est, je veux dire, qui a totalement inondé le marché de la musique auprès des jeunes? Alors, je ne vais pas blâmer le rap en soi. Je vais. En fait, il y a des personnes qui font du rap qui sont des personnes correctes, qui vont être vulgaires, mais qui vont apporter un certain discours cohérent. Je connais par exemple des rappeurs qui sont des rappeurs identitaires, qui rappent avec leur texte, pas forcément des jolis mots, mais le message, il est bienveillant. Puis après, tu vas avoir des rappeurs qui ont un langage vulgaire, qui instrumentalisent la femme, où il y a des armes à feu, donc beaucoup de violence, et qui vont, eux, beaucoup mieux fonctionner que des rappeurs identitaires ou des rappeurs qui ont des textes non haineux, on va dire. En fait, aujourd'hui, on prône la violence, on prône l'idiocratie, et dans les textes de rap, énormément de violence, énormément de misogynie, énormément de paroles sales. Et on offre, on va dire, seulement ça aux jeunes. Voilà. C'est vraiment ce rap-là qui est offert aux jeunes. Le rappeur qui va parler proprement avec un beau discours, il ne sera pas mis en avant. Voilà. Donc, c'est l'État, c'est l'État qui fait ça. Je suis désolée, si demain l'État décide de ne plus passer ça à la radio, ben les jeunes, ils auront peut-être d'autres musiques à écouter. Et peut-être que ça fera moins de ravages. Mais je veux dire, c'est avec la complicité de l'État, tout ça. On ne peut pas blâmer les jeunes d'être mal instruits, de parler mal, d'être violents, si c'est l'État qui les pousse à être comme ça. On ne peut pas s'en prendre aux conséquences sans s'en prendre vraiment aux gens qui sont derrière tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne blâme pas forcément les immigrés extra-européens et les jeunes aujourd'hui. Je blâme ceux qui les poussent à être médiocres comme ça et qui m'ont poussé indirectement, moi aussi, à être médiocre. Parce que je n'ai pas, enfin, je suis née dans la génération Z, la dernière génération, quoi, où il y a le plus de ravages. Et c'est très dur de s'en sortir. Bah, J'ai eu de justement, la chance de m'en sortir. est-ce qu'on est dans une époque médiocre? Oui, totalement. Ah oui, ah oui. On ne peut pas comparer l'époque d'avant avec la nôtre. C'est le jour et la nuit. Bien sûr qu'elle est médiocre. On allume la télévision, c'est des jeux télévisés où ça fait n'importe quoi. C'est insensé ce qu'on voit à la télé aujourd'hui. C'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête. On a des chanteurs qui ne parlent pas forcément correctement le français. On a des émissions complètement débiles. Mais ça marche. C'est tout. On abrutit les gens, on les rend médiocres et on en fait ce qu'on veut. Avant, les gens savaient écrire correctement, savaient parler correctement. Même moi, je suis sûre que je serais née dans les années 60, je parlerais beaucoup mieux. Je veux dire, on fait tout pour nous rendre médiocres. On fait tout pour nous pousser à la débauche. C'est vraiment le mot, la débauche. Dis-moi, est-ce que tu as parmi des connaissances des Français européens qui se convertissent à l'islam, par exemple? Non, j'en ai Mais pas connu. Je sais que ça existe, je sais qu'il y en a qui le font, mais j'en ai pas connu. parce que je voulais savoir Et si je sais que c'était ça quand même. arrive. Mais Même après, ça arrive, hein. Faut est-ce pas que se c'est un leurrer. fait nouveau dorénavant?
Bah, en fait, c'est simple. Quand tu te mets avec une personne qui a une autre culture que toi, c'est soit tu t'adaptes à elle pour avoir l'acceptation de la famille, parce que si la famille ne va pas t'accepter, je pense, si tu n'acceptes pas la conversion. Donc, si la fille ou le garçon est amoureux d'une personne qui a une autre religion, eh bien, il va s'adapter à sa religion et à sa culture. Donc, c'est ça, je pense, bien évidemment, c'est ce premier tissage qui pousse les gens à ne plus garder leur identité et à s'adapter à l'identité de l'autre. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une désassimilation de la France et de sa culture au niveau de la culture, au niveau de la religion et j'en passe, au niveau des prénoms. En fait, oui, il y a énormément de personnes qui vont s'adapter à la religion d'une autre personne parce qu'elle va s'assimiler à ce qu'il est. Parce que c'est plus à la mode d'être français. Voilà, enfin, c'est même marketing le multiculturalisme. Être français, parler français, c'est plus à la mode. Être intelligent à l'école, avoir de bonnes notes, c'est la honte. Plus tu es nul à l'école, plus tu es populaire. Tout Mais est comment, bah inversé. justement, tiens, comment ça se passait à l'école à C'est ce niveau-là? C'est-à-dire, l'éducation. est-ce que justement le cancre de la classe, quand tu étais à l'école, était justement le gars populaire? Ben oui, mais ça, ben oui, bien sûr. Les personnes qui foutent le bordel, les personnes qui sont les plus médiocres, les personnes qui font rire, sont celles qui ont le plus d'amis. La personne qui va bien travailler, la personne qui va bien parler, personne ne voudra rester avec elle. Ils vont se moquer d'elle, de cette personne. C'est comme ça. Aujourd'hui, tout est inversé. C'est-à-dire que les valeurs morales ne sont plus à la mode. C'est un monde complètement désenraciné de tout ce qui était moral et éthique. Et j'aurais pu finir dans cette idiocratie. Heureusement que j'ai une lumière qui est venue en moi, une espèce de lucidité pour me dire que je ne peux plus continuer à me soumettre à cette idiocratie parce que j'en étais consciente. Mais j'acceptais parce qu'il fallait bien que j'ai une vie sociale en tant que jeune. Je ne pouvais pas me dédouaner d'avoir ma vie sociale. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'il y a des attentats, que tu ne peux plus vivre comme tu veux en France, tu te dis, bon, à un moment donné, stop. Quitte à rester seul, tu restes seul. Tu ne peux pas continuer à couler comme le Titanic. Donc voilà, tout simplement ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes et pas que. Alors, Baldred nous dit, c'est bien, tu as compris la lobotomisation des jeunes. Et puis, tu as mon nom et personne qui dit, mais comment expliques-tu qu'il y ait des émissions débiles au Japon et que ces mêmes Japonais rayonnent dans le monde? C'est en plus, c'est pas faux ça. Alors, je n'ai pas entendu le début de la question. Alors, comment expliques-tu qu'il y ait aussi des émissions complètement débiles au Japon, parce qu'au Japon, il y a des genres de jeux, enfin, c'est vraiment de cons, quoi, et que les Japonais rayonnent dans le monde? Eh bien, tout simplement parce que les Japonais, ils ont toujours grandi avec leur culture, avec les mangas. Ils sont très exubérants depuis toujours. Mais j'ai l'impression que c'est un peuple, comment dire, qui sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils ont un côté où ils peuvent se laisser abrutir, mais ils sont conscients que c'est de l'abrutissement. Il y a un autre côté où à l'école, ils vont être hyper studieux. Et j'ai l'impression qu'ils savent faire la part des choses, qu'ils peuvent se rendre totalement décomplexés dans des choses médiocres et en avoir conscience. Et à côté de ça, après avoir fini de regarder l'émission, ils vont retourner dans un côté studieux. C'est-à-dire qu'au Japon, à l'école, ils apprennent l'histoire de leur pays et ils sont très bons. En France, nous, c'est partout où on est nuls actuellement. Donc, c'est pas parce qu'ils sont médiocres dans certains domaines de divertissement que derrière, l'école ne va pas les redresser. Je pense que c'est ça. C'est ce côté où l'instruction rattrape tout. Et donc, du coup, ils ne sont pas totalement lobotomisés. Enfin, après, c'est mon avis, je ne suis pas sociologue. Est-ce que parmi ton entourage, mais pas tes parents, mais je veux dire tes amis, est-ce que les gens comprennent ton discours? Dans ma famille, tout le monde comprend mon discours. Non, pas ta famille, plutôt Ah, dans tes mon amis, voilà. entourage non, bah non, non, non. Est-ce que Pas tu as du tout. perdu des amis à cause de ça, justement? Tiens. Bah, en fait, c'est que j'ai décidé de m'isoler toute seule parce que j'en avais marre de. Enfin, en fait, à un moment donné dans ta vie, c'est soit tu choisis d'avoir des amis et donc tu décides de faire comme tout le monde et tu décides de faire comme les jeunes, soit tu décides de te remettre en question à un moment donné de ta vie, tu te dis, bon, à un moment donné, tu ne peux pas continuer à te soumettre à une culture qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas continuer à parler mal, tu ne peux pas continuer à faire des honneurs à tes parents et à tes ancêtres. Il faut que tu relèves le niveau de la France, il faut que tu essayes de faire quelque chose, même si toi-même tu es conscient, enfin que tu es consciente que tu as été victime de cette lobotomisation. Et donc, du coup, oui, j'ai coupé les ponts avec des personnes, mais parce que je l'ai voulu et aussi parce que j'avais envie d'évoluer dans ma vie et j'avais envie de reprendre ma vie en main et de ne plus rester soumise à cette lobotomisation et à des cultures qui n'étaient pas la mienne. Voilà, tout simplement. Mais il y a des gens qui me comprennent
Et il y a des gens aussi qui ne me comprendront jamais parce que pour eux, la France, c'est le multiculturalisme et qu'ils veulent rester dans ça. Ils ne veulent pas s'en Mais par sortir. exemple, est-ce que Moi, j'ai parmi voulu tes m'en amis, sortir. est-ce que des amis ont vu tes vidéos sur TikTok et t'ont dit ah, franchement, Estelle, ce que tu dis là, Oui, 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 il y a 2 personnes qui m'ont dit que ça ne leur plaisait pas ce que je faisais, que j'avais changé. Pourquoi j'ai changé? Bah, je leur ai simplement dit: «Je n'ai pas changé, j'ai évolué, j'en ai eu marre et c'est bien mon droit. À 24 ans, on a le droit d'évoluer quand même». Après, j'avais déjà évolué depuis 2 ans, mais ils ne comprennent pas ce changement, en fait. Ils ne comprennent pas que j'ai voulu m'en sortir, de ces codes sociaux qui ne me correspondaient pas. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils se disent: «Mais pourtant, avant, tu avais bien des amis d'immigration extra-européenne», mais ils comprennent pas, en fait, que tu as pas le choix en France. On te met que ça. Et voilà, ils comprennent pas que je n'ai pas voulu me soumettre à ça et continuer à m'en soumettre. Ils comprennent pas cette rébellion de défendre mes convictions. Voilà, pour eux, c'est pas légitime, c'est une perte de temps, mais pas pour moi. Donc voilà. alors tu as Morvan qui Ils te ne voient dit pas le très danger bien cette jeune venir. fille, Ils ne voient pas le tu danger venir par rapport aux femmes. Moi, ils j'ai ont des conscience. œillères quoi. Mais ils comprennent pas que les femmes, bientôt, elles ne pourront plus être libres. Ils ne le comprennent pas. Peut-être qu'ils le comprendront quand ce sera trop tard. Moi, j'ai vu le danger venir, mais eux, pas encore, je pense. Alors Benicio Tijuana nous dit j'ai 43 ans, les choses commençaient déjà à mal tourner pendant mon adolescence. Je vois que cela empire de plus en plus. Voilà. Alors j'ai un autre qui a dit Morvan JTM qui nous dit très bien cette jeune fille. Mais Merci à lui. bah, voilà, moi je trouve que tu as quand même beaucoup plus de gens qui te soutiennent que de gens Ça qui me disent des rassure. conneries. Hein. Ça me Alors, rassure parce que je vais revenir sur Daniel parce que Daniel, comme tu as été chez lui, lui, il prône aux Européens de quitter la France. Donc, qu'est-ce que tu penses de quitter mais la France? Est-ce que tu le moi, ferais? Oui. mais moi, oui, je le ferai. Je vais être honnête avec vous. C'est pas que je ne suis pas une patriote, ce n'est pas que je suis lâche, mais pour moi, il a raison dans un sens où il prône un plan B. C'est-à-dire que si en 2022 rien ne change et que ça continue de s'aggraver, c'est simple. Soit on va devoir vivre en minorité et on va devoir subir et donc se faire petit vu que l'État est complice de cela et ne nous défend pas, vu qu'il défend plutôt les coupables que les victimes. Soit on a un plan B en cas que ça se passe mal en 2022, que ça continue à s'aggraver les violences, et on prend un plan de remigration. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des femmes comme moi qui ont envie d'avoir une vie et qui n'ont pas envie de la subir, leur vie. Donc si la seule solution, c'est de remigrer à un moment donné pour avoir une vie correcte et pour pouvoir m'habiller comme je le désire, pouvoir dire ce que je veux et pouvoir avoir une vie de famille correcte, avoir des enfants qui vivent dans un pays serein, eh bien, je devrais le faire. En fait, il apprenait un plan B et il prennent un plan B pour les personnes qui le suivent en cas que ça se déroule mal pour qu'ils aient une vie correcte. Il y a des gens qui ne veulent pas raser les murs en France. Et je les comprends. Alors, il y en a pour qui c'est lâche, mais il y a aussi des gens qui ont envie de vivre leur vie et qui n'ont pas envie de la subir. Et aujourd'hui, on est beaucoup à la subir en France, malheureusement. Mais C'est est-ce que pour la ça qu'il y a des plans résistance ne B. peut pas se faire en France? Eh bien, si l'État est contre nous, comment faire? On le voit bien, l'État est contre nous, on est censuré, on ne peut même plus dire certains mots. Donc, si à chaque fois qu'on veut se rebeller, pas parce qu'on veut une guerre civile, moi, c'est pas ce que je crois, non, moi, je veux pas de guerre civile, j'aimerais que les choses se passent de manière à ce qu'on ait des lois strictes qui fassent des choses pour épurer tous ces problèmes-là. Mais si à chaque fois qu'on pointe le problème de près, on nous envoie en justice pour propos de haine, on nous fait passer comme génération identitaire pour des groupes néo-nazis, on va jamais s'en sortir. Et donc, dans ce cas-là, on sera obligé de remigrer. Parce qu'ils vont tout faire pour que la France soit dans le chaos. La justice n'intervient pas. Aucun politique aujourd'hui n'a la dignité d'être strict. Ils ont tous peur de représailles. On voit la peur sur nos politiques. C'est ça qui est grave. Et nous, on ne se sent pas du coup en sécurité. On voit que même nos politiques ont peur. Donc, comment un politicien qui a peur peut nous sécuriser à nous? Donc, la seule solution, se dit quoi? Remigration, si rien ne change. C'est légitime, je pense. Ce n'est pas lâche. On a besoin de vivre aussi. On en a marre. Donc, c'est ça mon avis sur Conversano. C'est que pour moi, il a un discours, il apporte des solutions et il apporte un constat. Et de ce Mais est-ce qu'il a un constat, discours qui touche les jeunes? Est-ce que les jeunes, par exemple, disent en effet, Daniel a raison, je dois quitter ce pays? alors là, je n'en sais rien du tout, honnêtement. Moi, j'ai découvert Daniel il y a un mois. Je ne sais pas vraiment si il a un public de jeunes. Moi, je sais que j'ai un public de jeunes sur mon TikTok. Après, Daniel Conversano, je pense qu'il a plutôt un public de 30-40 ans, mais il y a aussi des jeunes.
Après, je pense que oui, il y a des gens qui ont... Oui, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire une remigration de son public. Je sais que oui, ça marche, qu'il y a énormément de personnes qui pensent à le faire, qui pensent à économiser pour le faire, mais qui ont quand même espoir que la France se redresse. Ils espèrent. Donc, Et dans ton voilà. public à toi, sur TikTok, est-ce que des gens te disent, mais de toute façon, c'est foutu, je quitte la France? Oui, il y en a plein. Il y a plein de jeunes qui me disent, de toute façon, ce pays est foutu, il n'y a rien à y faire, il n'y a rien à faire dans ce pays-là, il n'y a plus d'argent à faire, il n'y a rien. Autant partir. Il y a énormément de jeunes qui viennent m'écrire, qui me disent, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Remigre ailleurs, fais comme nous, va ailleurs. Il n'y a rien à faire, ce pays est à l'agonie. Beaucoup de jeunes ont un discours défaitiste. Après, je peux les comprendre, mais il faut rester optimiste et essayer de faire réaliser des choses et prendre conscience aux jeunes et à tout le monde qu'en France, aujourd'hui, peut-être que c'est pas encore le chaos, mais que si on continue comme ça va être vraiment invivable. Donc, effectivement, oui, il y a des gens qui sont très défaitistes et qui pensent à partir. Énormément de jeunes aussi, oui. Alors, j'ai encore une question sur Conversano, du coup. Bonjour, pardon, Benjamin Seigneur Derain qui me dit, quand tu as parlé de l'homosexualisation des Blancs chez Conversano, pourquoi te défends-tu juste après de ne pas être homophobe? Ne penses-tu pas que l'homosexualité n'est pas un problème en soi? Et je rajouterais quelque chose. Est-ce que justement, il n'y a pas des filles blanches qui préfèrent des blacks ou des beurs parce qu'elles imaginent que ceux-là sont restés des hommes et qu'elles se disent ah mais les blancs en fin de compte c'est devenu en gros genre des non-binaires, des gender fluides, tu vois, enfin, tu vois le truc quoi. Bah en fait, déjà, j'ai précisé que c'était pas homophobe parce qu'aujourd'hui, on peut nous faire un procès pour tout et n'importe quoi. Comme je vous le disais, on peut plus rien dire aujourd'hui, donc il faut toujours se préciser. D'ailleurs, c'est vraiment fatigant de devoir toujours se justifier pour ne pas que les gens croient à des choses qui ne sont pas la réalité de ce que je pourrais penser. Mais oui, aujourd'hui, l'homme blanc n'est pas mis en avant. On virilise beaucoup les personnes de couleur, les hommes de couleur. On leur fait leur propagande, leur éloge. Par contre, quand c'est un homme blanc, non, franchement, il est discrédité. Il est perçu aux yeux des femmes comme un homme fragile, comme un homme qui n'a pas de courage. Et la femme, par sécurité, instinctivement, elle recherche un homme qui va la sécuriser, qui va lui apporter une certaine force dans sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on nous fait croire que l'homme blanc n'a jamais été fort, que l'homme blanc a toujours été une reine, entre guillemets, vulgairement parlant. Et par les programmes scolaires sur le colonialisme, on pousse les jeunes filles à détester l'homme blanc. C'est scandaleux, mais l'autodétestation de l'Europe et du peuple européen fait que sur tous les domaines, les hommes blancs hétéros sont largués et discrédités, et on le voit tous les jours. Donc oui, il a raison. Mais parce que je sais pas si Éric Zemmour a écrit dans Troisième Sexe que justement l'homme blanc se féminise. Est-ce que tu le remarques auprès des garçons de ta génération qui se féminisent? Mais pourquoi ils se féminisent? Oui, oui, ils se féminisent, je l'ai remarqué. Certains, pas tous. Hein. Parce que les Russes ne se féminisent pas, par exemple, et ils sont bien blancs de peau, et ils sont européens. Mais en France, hein, mais en France, ils se féminisent tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as d'un côté les hommes hyper virils qui sont tout le temps mis en avant, donc les hommes de couleur, quoi. Et puis, tu as eux, ils ne savent pas vraiment où ils sont. Et on leur dit toute la journée, à l'école et sur les réseaux, vous êtes coupables, vous êtes des gens ingrats. Donc, ils se disent, ben, on va essayer de s'adoucir, vu qu'on est des gens si monstrueux que ça. On va essayer de s'adoucir, on va essayer d'être plus gentils. Donc, à force de les avoir fait passer pour des monstres, ben, ils sont devenus des brels, tout simplement. Donc, ça passe par le fait de s'habiller un peu plus féminin, le fait d'être un peu plus doux et trop gentil. À force de faire passer les hommes blancs pour les pires monstres de l'humanité dans l'histoire, ben, ils vont s'adoucir, ils vont devenir plus gentils, ils vont devenir tout dociles et en fait, ils vont devenir plus vraiment des hommes virils. Et donc, du coup, eh bien, les femmes elles vont partir avec d'autres hommes. C'est la détestation de la France qui fait ça et plein d'autres facteurs sociologiques. C'est ce qui explique la féminisation des hommes en France, blancs, Alors, hétéros. je m'excuse, je me suis trompé de nom sur le livre de Zemmour, c'est Premier Sexe. Excuse-moi Antoine, c'est Premier Sexe. Je dis Troisième Sexe, je ne sais plus où je suis là. Donc je dis des conneries aussi. C'est pas grave, on en dit toutes les bêtises. Il y a un monsieur qui s'appelle Viton, voilà. Quel site de réinformation Estelle consulte-t-elle? Pardon, quel site de réinformation? Ouais. Est-ce que tu consultes des sites, voilà, autres que Le Figaro, Le Monde, pour
Alors, je ne t'informer. lis pas. Alors, je tiens à être honnête avec vous, je ne lis pas beaucoup de livres. J'ai lu un seul livre, Non, c'était le les sites internet, les sites internet. Oui, Sites non, mais les internet. sites internet, je n'en regarde pas. Par YouTube, Ouais, en fait, les informations que j'ai, c'est par mon vécu que je les ai sur le terrain. J'ai pas eu d'accord. besoin de lire pour me faire mon propre avis. On a un cerveau, on cogite, on réfléchit. Quand je sors dehors, l'environnement, le fait de comment les gens me parlent, le fait Mais de sur voir la France. l'actualité, par exemple, comment Bah, tu je regarde t'informes? CNews. Je Ah, regarde, d'accord. je vais pas sur les sites, je regarde Ok. juste CNews parce qu'ils invitent Eric Zemmour et que je l'aime beaucoup. Donc, je regarde le soir avec Christine Kelly et Eric Zemmour son émission à 19h. Quand je lis vraiment, c'est les sites d'information, non, il n'y en a pas. Je ne lis pas Le Figaro. Déjà, la plupart des journaux sont mensongers. Ils ont déjà une ligne. Quand on va sur un site, par exemple, comme Le Figaro, on sait déjà très bien qu'ils vont nous sortir ce qui les arrange. Moi, je veux me faire mon avis moi-même. Je veux que ce soit neutre. Donc, je vais regarder des documentaires, mais c'est vraiment pas des sites. Je ne consulte pas des sites Mais d'information. il, Je sais il faut pas que tu trop. saches que, il faut que tu saches qu'en France, comment est divulguée l'information. Par des Euh, riches qui et tiennent pas que, des pas que. médias et qui font pas. Et Donald Trump, on l'a très bien vu, à chaque fois qu'ils parlent de Donald Trump, ils ont déjà un avis néfaste sur lui, ils le discréditent. Et Mais c'est tu vois, mais c'est les pas riches qui que, tiennent les chaînes, qui font leur propagande mais et c'est qui pas que ça en choisissent. fait. En fait, c'est Ah, pas que ça. Tu as une agence, qui s'appelle l'agence France Presse, d'accord. qui fait des dépêches. Voilà, il écrit des dépêches, ils en écrivent 1000 par jour ou je sais pas combien, tu vois. C'est un truc, c'est un peu un organe d'État, tu vois. Et la plupart des journaux sont abonnés à l'agence France Presse. Et tu regarderas, un de ces quatre, si un jour tu as envie de le faire, tu regarderas, tu verras tous les articles, la plupart des articles sont écrits, articles écrits avec l'agence France Presse. Et C'est-à-dire là, ça que, sent pas bon, c'est ça quand voilà, c'est bah ouais, pas. parce qu'en fait, on va dire, c'est un organe officiel, tu vois, c'est un peu l'État qui écrit son Mais c'est information. ce que je disais en fait. C'est vraiment les informations sont épurées par des gens avant. Et du coup, on a une désinformation ou on a une ligne conductrice qui est biaisée pour nous faire croire des choses qui arrangent bien certains, malheureusement. Donc, alors, tiens, j'ai une question. Estelle, as-tu un problème sur Instagram? Tu n'acceptes plus personne. Donc, Alors oui, j'ai eu un problème, j'ai eu une attaque, c'est pour ça que je ne pouvais pas accepter. ah, d'accord. Tu as une attaque de quoi? De troll, Oui, de voilà, pirates? c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils ont payé des faux robots avec des profils de femmes de l'Est et d'hommes de l'Est pour me Oui. troller. C'est-à-dire que, voilà, dorénavant, depuis que tu es quand même connu sur TikTok et Depuis que t'as- que Conversano m'a partagé, j'ai subi des attaques, j'ai subi beaucoup de choses néfastes à mon égard. Beaucoup d'harcèlement, oui. C'est pour ça que les femmes, je les comprends aussi, certaines, quand elles ne veulent pas faire qu'elles ne veulent pas faire des vidéos sur les réseaux parce que tout ce que j'ai subi, c'est vraiment très grave ce qu'ils ont bah, fait. moi, je vais te dire une chose. Ce que tu me dis, je te trouve vraiment très, très, très courageuse et je vais te reféliciter encore une Merci fois beaucoup, en tout cas, Maïk. parce que regarde, euh, tu donnes un message qui est le béaba. Hier, par exemple, on a parlé du nationalisme. J'ai pas eu ce matin de troll. Mais toi, tu parles de nationalisme et tu es attaqué, tu es traîné dans la boue. Et franchement, continuer dans ces conditions, c'est courageux, quoi. Enfin, je veux dire, rien à dire. Donc moi, je vous dis, Bah oui, suivez Estelle, il m'envoie même suivez-la. des faux liens pour que me pirater mon téléphone. Hein, je tiens à vous préciser, ça va très loin. Ouais. Donc moi, je vous dis, suivez-la. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à son TikTok si vous y êtes, et envoyez-lui des messages bienveillants. Voilà, dites-lui des trucs, voilà, parce que moi je vais te dire que Gentil. si tous les jours, parce que ça ne suffit pas les likes, les machins. Ce qu'il faut quand vous avez des influenceurs de votre camp qui disent la vérité, qui ont le pouvoir de dire la vérité, d'influencer, eh ben, il faut leur donner des messages bienveillants, des bons commentaires, parce qu'il faut que ça leur tienne chaud au cœur un peu, tu vois. Il faut qu'ils se disent, putain, je fais pas ça pour rien, quoi. Tu vois. Et voilà, donc moi je lui dis, Estelle, soutenez-la à fond. Alors, j'ai Émile Bataille qui nous dit, Estelle, je te conseille l'émission Immédiat avec Jean-Yves Le Gallou sur YouTube. Alors voilà, Immédiat, qu'est-ce que c'est? C'est Jean-Yves Le Gallou, bon, il n'est pas tout jeune, hein, c'est un ancien, C'est mais pas grave. le gars, c'est quoi? Il prend les émissions des autres et il dit voilà, vous mentez là, Monsieur Barthès, vous mentez dans cette information. Et
Moi, je pense que ce serait bien pour toi, tu vois, de voir ce genre de choses, pour aussi Oui. comprendre aussi là où ils mentent, là où ils disent la vérité. Mais voilà, franchement, moi, je te dis, voilà, je te félicite, c'est vraiment, voilà, ce que tu fais, c'est vraiment formidable et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, quoi, voilà. Mais ça me fait Et plaisir. Je suis flattée de ton invitation parce que je sais que c'est pas tout le monde qui voudrait faire une interview avec une personne qui est issue ouais, de la plateforme TikTok, parce que beaucoup méprisent TikTok et pensent que tous les gens qui sont sur cette plateforme sont restreints intellectuellement. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a une journaliste quand même oui. qui est venue m'inviter. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Mais tu sais, je vais te dire une chose, moi, je trouve qu'à droite, il y a trop souvent un mépris, tu vois. Moi, je vais te dire une chose, bah, tiens, Quintus nous dit: «Bravo à elle, merci Mike de la soutenir et de la mettre en avant». Quintus Merci, 13 Ali. 13, va sur sa chaîne, Estelle Red Pill. Mais moi, je vais dire, voilà, moi, je viens du milieu politique. J'étais attaché parlementaire, c'est-à-dire que je travaillais à l'Assemblée et je travaillais après au Sénat auprès de députés et de sénateurs. Et, je remarque que dans nos milieux, on est trop souvent méprisant vis-à-vis de ce qu'on dit qui n'est pas intellectuel. Tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans les choux au niveau des élections. On est aux fraises. Voilà, tu vois. Il ne faut pas mépriser. Je veux dire, Heu, tu as ton avis et ton avis, c'est moi je veux dire, c'est de l'or en barre, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu peur au début de me lancer parce que je savais il allait avoir des gens qui allaient me reprocher ma façon d'être, le fait que je ne sois pas assez intellectuelle, que je ne parle pas avec des phrases superbement dites. Je savais qu'on allait me le reprocher et c'est pour ça aussi que j'ai eu peur quand j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'abonnés parce que je me suis dit, ils vont me demander d'avoir un discours de politicienne alors que de base, je suis issue du peuple. Et aujourd'hui, en fait, là où ils se trompent, les gens, ils ne comprennent pas, c'est que je me suis lancée en tant que personne du peuple, en tant que jeune qui veut parler aux jeunes. Et aujourd'hui, j'ai un public qui me demande ou qui m'insulte parce que je ne parle pas comme une politicienne et qui me disent que je suis une imposture. Mais je ne me suis jamais prétendue être une intellectuelle ou une femme qui ait fait de grandes études. Je me suis juste prétendue être une personne qui veut parler en son nom par rapport à des problèmes que je subis au quotidien et qui pourraient rallier des gens à ma cause qui sont comme moi. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent, ah, mais Estelle, c'est une politicienne qui a fait bac+8. C'est pas du tout le cas. Et je ne veux pas que les gens m'assimilent à ça. Je veux juste qu'ils m'assimilent en tant que personne qui défend son pays parce qu'elle en a le besoin. Elle en ressent le besoin et c'est urgent, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses du mouvement des gilets jaunes? Est-ce que toi tu pourrais par exemple, s'il y avait par exemple un second mouvement gilets jaunes qui viendrait, enfin ou autre chose que gilets jaunes, enfin mais des gens qui manifesteraient, est-ce que tu pourrais par exemple participer à ce type d'action? Bah, j'ai fait les Gilets jaunes déjà en 2018. Ah bon? Ah OK. Oui, sur mon Telegram, j'ai montré des vidéos d'ailleurs. On me reprochait, on me disait, mais tu parles beaucoup, mais tu fais quoi dans la vie? Du coup, j'avais montré des vidéos de moi quand je faisais les Gilets jaunes. Je les soutiens. Les Gilets jaunes sont des personnes d'un milieu populaire. Ce sont des personnes qui paient leurs impôts, qui ont souvent du mal à payer leurs factures et leurs loyers. On les a beaucoup discrédités par rapport au fait qu'on leur a fait une sale réputation. Il faut dire ce qui est. Quand c'est les Black Lives Matter, eux, ils peuvent tout saccager. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est les Gilets jaunes, qui sont des personnes humbles, honnêtes, qui ont des revendications qui sont légitimes, eux, on les fait passer pour des racailles, des délinquants. Tandis que les Black Lives Matter, eux, on les fait passer pour des gens totalement angéliques. C'est encore la même chose. L'État défend toujours les raclures, enfin les racailles, excusez-moi, pour la vulgarité. Et les gens honnêtes se font passer, eux, pour les méchants, alors que c'est tout le contraire. Et cette France-là, c'est pour ça que je me dis, comment cette France-là peut-elle s'en sortir avec une justice qui est complice et qui blâme les gens sincères et qui applaudissent les mauvaises personnes qui veulent que la France brûle, quoi. Donc, Et je les soutiendrai et je soutiendrai s'il y a un autre tiens mouvement. justement, comment tu vis en ce moment le Covid? Moi, je le vis bien tout simplement parce que je suis une personne qui est assez solitaire et que je me contente de peu de choses. Par contre, oui, pour les jeunes, c'est catastrophique. Rien que pour les petits qui sont en crèche, qui voient leurs parents avec un masque au quotidien, je pense qu'il va y avoir des problèmes pour plus tard, pour leur construction mentale. Voir un visage sans les yeux, sans le nez, la bouche, je pense que visuellement, ça va créer des troubles. Puis même, on voit bien que les gens sont déprimés, qu'il n'y a plus de joie de vivre, que les gens se sont, comment dire, ils se sont coupés de tout.
Les gens ont peur, il y a une psychose, les gens sont devenus parano. Ce virus a vraiment déshumanisé la Terre alors qu'elle était déjà déshumanisée, je trouve. Bah, aujourd'hui, ça a aggravé les choses. On est en train de basculer dans un état totalitaire où nos libertés elles sont restreintes, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus sortir, on ne peut plus avoir certains plaisirs comme manger au restaurant, échanger avec nos amis. Donc, on est en train de nous rendre comme des robots déshumanisés. Et je pense que le jour où ils vont complètement nous déshumaniser, on va vraiment être à la portée d'eux pour qu'ils puissent faire n'importe quoi sur nous. Et, Donc, et, je trouve ça et, désastreux. et quels sont les retours de... Toi, tu habites dans le sud-ouest. Par exemple, quels sont les retours dans le sud-ouest concernant le Covid? Est-ce que les gens se disent, là, on me prive de liberté, on m'oblige à rester chez moi, au couvre-feu, à un troisième confinement, je perds de l'argent aussi. Est-ce que tu sens un sentiment de révolte? Bah, je sens que les gens sont comment dire, ils n'en peuvent plus, ils se sentent délaissés par l'État. J'en connais qui font des dépressions, qui pleurent même, qui n'arrivent même pas à s'acheter à manger, qui n'arrivent même pas à faire leurs courses tant ils n'ont plus d'argent. Ils se sentent délaissés, ils se sentent mal et ils se disent mais si on se révolte, on va avoir des problèmes avec la justice, on va nous faire passer pour des fous. Les aides, pour les avoir, c'est hyper compliqué. Parce que pour avoir des aides en France, alors quand c'est un étranger qui vient en France, il n'y a pas de souci, c'est open bar. Par contre, quand c'est un Français qui a toujours été correct, lui, par contre, pour avoir des aides, il va falloir qu'il fasse plein de paperasse. Encore, on va lui demander des justificatifs. Donc, en fait, ils se sentent totalement délaissés. Ils sont tristes. Je le vois, les gens, hein, quand je sors dans la rue, il n'y a personne qui sourit. Quand on prend le métro, quand je prends le métro, tout le monde fait la gueule. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est encore pire. Ils ont envie de se révolter, mais ils se sentent démunis. Ils ne se sentent pas soutenus. Ils sentent que l'État les a trahis. Et ils sentent bien aussi que pour les vaccins, ils ne sont pas honnêtes avec nous. Voilà, ils sentent que l'État nous a complètement trahis. Est-ce que Et ça se passe pareil pour ils tes sont parents, par impuissants. exemple? Ils sont Est-ce que, par impuissants exemple, face tes à ça. parents, ils ont ce sentiment? Nous, ça va, on s'en sort bien. Mes parents s'en sortent bien. Mon père, lui, a toujours dit que l'État nous prenait pour n'importe quoi, hein, pour des cons. Hein. Mais Mais ma toi, mère, elle travaille, elle continue à travailler, donc elle a encore une vie sociale. Mais je veux dire, voilà, mes parents me plaignent. Ils me disent, tu n'es pas né à la bonne époque. Tu devrais sortir, tu devrais, je sais pas, avoir une vie comme tout jeune de ton âge, comme avant, comme eux, ils avaient. Mais eux le vivent pas mal parce qu'ils ont eu leur jeunesse, ils ont voyagé, ils étaient un petit peu casaniers, donc encore ça va. Mais pour moi qui est jeune et pour tous les jeunes, c'est une horreur. On n'a pas de vie, on a une vie mais triste. est-ce que toi, tu viens d'une famille de la classe moyenne? Oui, moi je suis de la classe moyenne, donc je ne suis pas. Oui, enfin, Euh, oui, classe moyenne. J'habite dans c'est une pas maison. indiscret de dire ce que font tes parents? Ma mère, elle est RO, donc c'est responsable des opérations. Elle travaille, elle vend des transports, enfin, elle loue des Ouais. transports. Voilà, voiture, camion et j'en passe pour une société. Et mon père, il était commercial. Voilà, il vendait des piscines, des saunas, des hammams et Et tout ça. est-ce que tes parents ont vu ces dernières années leur niveau de vie baisser? Oui, bah oui. Alors juste, j'ai peur Vas-y, vas-y. que ma batterie coupe. Donc quand ça coupera, ça coupera. Il faudra prévenir les gens. Parce Bon, que, ok. voilà. Donc, Donc, sa batterie mais peut couper. Hein. voilà, Voilà. ma batterie peut couper à tout moment. Je suis désolée. Enfin, pourtant, je l'avais Il n'y aura pas de chargée à souci, il fond. n'y aura pas de souci, C'est je le iPhone, dirai. c'est iPhone. Pas de souci. Oui, Il faut mes parents ont vu. investir sur le 12. Voilà, c'est ça. Oui, mes parents ont vu vraiment les prix augmenter. Même au niveau des charges, l'électricité, le prix de l'eau, le prix de l'alimentation. Enfin, je vais vous faire rire, mais par exemple, un kiwi. Un kiwi, pour moi, ça a Hmm. coûté 20 centimes la pièce. Ben, en fait, pas du tout, non. 70 centimes la pièce. Enfin, on a vu des prix augmenter comme ça, de je ne sais où. Mais déjà, quand il y avait le franc, il me disait que c'était beaucoup mieux la France quand elle était avec le franc. Depuis qu'on est passé à l'euro, c'est catastrophique. Hein. Mais, Euh, mais, mais du coup, ma question c'est, voilà, tu parles d'une prolétarisation de la classe moyenne. Est-ce que bon, mais aujourd'hui, en oui, mais fait, c'est les classes moyennes. On tape toujours sur les classes moyennes. Quand tu es mais pauvre, tu as le même argent. Quand tu es pauvre, tu as toutes les aides. Donc, tu as le même revenu qu'une classe moyenne. Et quand tu es une classe moyenne, en fait, tu te prends tout dans la gueule. C'est-à-dire que tu payes pour les pauvres et les riches, eux, ils payent. En fait, les riches, c'est soit ils sont un peu riches et ça va,
ils sont toujours un peu plus riches, soit ils sont très riches et ils partent à l'étranger pour ne pas payer les impôts qui leur prennent tout. Ce système en France, c'est soit tout pour les pauvres, soit rien pour les très riches, tout pour les un peu moins riches et toutes les misères pour les classes moyennes, qui doivent tous se coltiner en fait. Quand tu es de la classe moyenne, t'es nul en fait. Alors j'ai Alain Sural, hein, pas Soral, qui dit « Cette femme est très intelligente et s'exprime très bien. Elle est de plus courageuse. » Merci Alain. Ben, merci à lui, merci à Alain. Donc, non, mais tu as beaucoup d'encouragement. Voilà, mais ça me fait plaisir parce que je reverrai la rediffusion. Je pense que j'aurai des trolls quand même. Mais oui, mais bon, c'est pas grave ça. Voilà, mais toujours ça, mais du coup, moi, ce que je vais te poser comme question, c'est est-ce que, en effet, aujourd'hui, le Covid et peut-être la crise économique qui va y avoir du Covid, est-ce que c'est pas ça la réalité plus que le côté immigration? C'est-à-dire la réalité par rapport à la France? Non, c'est-à-dire que est-ce que les gens ne sont pas plus aujourd'hui, comment dire, ils sont pas plus préoccupés par l'argent qu'ils ne gagneront plus que par l'immigration? Les deux. C'est un cocktail des deux. Parce qu'avant qu'il y ait la Covid, les gens en avaient marre de se faire emmerder dans la rue. Ils en avaient marre de voir que des gens qui arrivent en France avec toutes les aides, qui travaillent depuis des années, n'ont rien. Il y a des gens qui en avaient marre d'aller à Pôle emploi et de voir que leur formation ne leur était pas attribuée à eux en tant que Français et que les formations étaient données à des gens qui venaient d'arriver en France. Déjà, il y avait un ras-le-bol par rapport à ça, pour commencer. Il y avait un ras-le-bol aussi de pas mal de personnes qui voyaient que dans les cités, ils n'étaient plus tranquilles parce qu'il y avait des gens qui faisaient leur trafic de drogue devant les enfants et les femmes, les jeunes femmes. Déjà, il y avait des gens qui en avaient marre de l'insécurité dans les cités et de plein de choses. Donc, l'immigration, il y en avait déjà un ras-le-bol. Mais le fait qu'on rajoute à ça en plus la Covid, avec le fait qu'on ne puisse plus sortir, qu'on ne puisse plus aller au restaurant, qu'on ne puisse plus aussi dire pas mal de choses à cause de la censure. On l'a vu avec Trump, ça arrive par mimétisme en France. Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, on le recopie plus tard en Europe. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire les gens, ce ras-le-bol plus ce ras-le-bol, ben, ça fait un ras-le-bol général, ça crée des dépressions, ça crée des hostilités et ça crée encore plus de violence, ce cocktail de ces deux choses, de l'immigration plus la Covid. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, ça ne peut que péter et devenir encore plus hostile. Donc, que faire? Ben, c'est pas moi. Moi, je suis pas politicienne. C'est pas à moi de trouver les solutions. Mais est-ce qu'il manque pas? On fait des études pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'un Trump français, justement? Tu as parlé de Trump. Est-ce qu'on a besoin d'un gars comme ça? Bah, franchement, oui. Mais bon, si c'est pour qu'il lui arrive la même chose au futur Trump français ici, c'est pas la peine. Hein. Enfin, si il sera au moins élu pour 5 ans. Pour un dégénéré, pour le discréditer sur toutes les chaînes d'information et le faire passer pour un ahuri, c'est pas la peine. Hein. C'est soit on est en démocratie et on laisse les gens s'exprimer et on arrête de les diaboliser et là on est dans une démocratie, soit on nous dit qu'on est dans un état de censure et on nous dit clairement que toutes les personnes qui s'expriment, qui ne sont pas du côté de ceux qui tiennent les chaînes, je veux dire, c'est soit on nous dit la vérité, on nous dit qu'on est en censure, soit on est en démocratie, on nous laisse en démocratie. Aujourd'hui, ils n'osent pas nous dire qu'ils nous censurent. Ils jouent sur les deux tableaux. Ils nous usent psychologiquement, ils nous prennent pour des cons et on le sait. Et ce que je regrette de ce qui s'est passé avec Trump, c'est que quand il y a eu les Black Lives Matter qui ont fait des ravages aux États-Unis, il n'y a pas eu de souci. Là, c'est super. Par contre, quand c'est des gens qui vont au Capitole parce qu'ils se sentent humiliés par les médias américains et qui se sentent pris pour des cons par tous les journalistes du monde, eux, par contre, c'est horrible ce qui se passe, c'est du complotisme. Il faut qu'ils se calment, ils sont très agressifs, mais les Black Lives Matter, s'ils n'étaient pas agressifs, peut-être. Voilà, c'est tout à géométrie variable. On défend le camp toujours adverse. On défend jamais le camp des valeurs morales. On défend jamais en fait le juste. Aujourd'hui, on défend le mal. C'est le mal qui est à la mode. C'est le médiocre, le mal, le malsain. Tout ce qui est bon, gentil, sensé, on le blâme. Inversion, c'est machiavélique. On est dans une société machiavélique, voilà. Alors, Jean Douillette a une question, mais je lui dirais, quel était ton déclic, Estelle? Elle en parle au début du live. Donc, cher Jean, tu passeras au début du live, quand il sera fini, tu verras quel a été son déclic. Oui, alors, je sais que tu aimes beaucoup Éric Zemmour. Oui, alors, qu'est-ce qui te plaît chez Éric Zemmour? Tout. Déjà, je le trouve très courageux. Oui. Parce qu'il n'a jamais. En fait, ce qui me plaît, c'est qu'il n'a jamais retourné sa veste. Il a toujours eu le même discours. C'est pas quelqu'un qui retourne sa veste comme ça pour une histoire d'argent. C'est quelqu'un de courageux.
Il ose s'exprimer sur des sujets très tendancieux et il ne se soumet jamais face à ses détracteurs. Il n'essaye jamais de faire plaisir. C'est quelqu'un qui a une culture incroyable. Il connaît tout, surtout. On peut lui parler d'un pays, par exemple, il va nous raconter l'histoire de ce pays. Il connaît tous les détails. Est-ce qu'on connaît quelqu'un aujourd'hui qui a une culture comme lui, qui peut s'exprimer sur tous les sujets comme il le fait? Non. Quand on l'écoute, on a envie de l'écouter pendant 2 heures. C'est un livre ouvert. Voilà, je le suis depuis l'émission Elle n'est pas couchée parce qu'il était avec Eric Nolot. Et avant même qu'il parle de ce genre de sujet-là qu'il défend, je l'aimais déjà parce qu'en fait, il était très franc. Il n'était pas blessant, il était franc parce qu'il a toujours apporté des arguments face aux gens qu'il recevait. Et les gens ne l'aimaient pas parce que justement, il avait toujours des arguments embêtants et qu'il était toujours très lucide dans ses analyses. Et je trouve que c'est quelqu'un de courageux. Et franchement, je suis contente qu'il soit tous les soirs sur CNews pour défendre le peuple français. Il le fait très bien. Et en plus de ça, le fait qu'il soit un intellectuel et qu'il ait des connaissances, personne ne peut le rivaliser. C'est pour ça que ses détracteurs lui en veulent. C'est parce qu'il a raison, ils le savent et qu'il a les arguments, toujours les arguments là, et qu'il connaît tout. Est-ce que tu le verrais président de la République? Oui. Je le verrais être président de la République avec des gens qu'il choisit lui ou des gens qui ont à peu près les mêmes idées que lui. Voilà. Oui, parce qu'il est censé, il est courageux. On n'a pas besoin de faire 150 kilos et d'être baraqué comme ça pour être un président. Lui, il est mince, il n'a pas un physique comme De Gaulle, mais au moins il a un courage parce qu'il continue à s'exprimer. Il n'a jamais décidé d'arrêter de parler. Il continue et il assume. Donc, un président comme lui, moi je vois un président comme lui, oui, je le vois très bien. Et puis, quand on est président, on a des conseillers, on a des ministres, on n'est pas tout seul. Donc, pour moi, c'est la seule issue. Je préfère Éric Zemmour, par exemple, à Marine Le Pen. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce qu'Éric Zemmour, ses idées me correspondent plus. Il drague pas, il se lisse pas. De toute façon, il n'a pas besoin de se lisser parce que dans sa façon de parler, il parle déjà très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces idées, elles sont décomplexées, elles sont bien dites, mais il les assume. Et son discours est plus proche de celui que j'ai et de mes convictions. Mais est-ce qu'elle, en tant que politicienne, pour être élue, elle a besoin de 50% des suffrages? Est-ce qu'elle n'a pas besoin justement de mettre de l'eau dans son vin? Marine, pour moi, je sais que le prénom Le Pen, ça effraie beaucoup de personnes. Après, il y a des gens qui me disent qu'elle ne sera pas élue, il y en a d'autres qui disent que si. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vois que Marine Le Pen pour contrer ce qu'on subit actuellement par rapport à l'immigration et j'en passe. Parce que les gens disent, oui, mais en France, il n'y a pas que l'immigration, il y a aussi l'économie. Non, mais je veux bien. Mais le problème, c'est que l'immigration nous apporte l'insécurité, nous apporte des problèmes aussi d'économie, nous apporte des problèmes face à nos lois comme le blasphème qui est autorisé ou les caricatures, la liberté d'expression, nous apporte des problèmes dans l'instruction nationale parce qu'on doit s'adapter à un nouveau programme scolaire pour séduire la nouvelle immigration. Donc en fait, l'immigration, c'est un gros problème aujourd'hui. Et pour moi, Marine Le Pen, même si certains la critiquent sur son programme économique qui serait fastidieux, au moins, elle est là pour contrer ça. Et aujourd'hui, on a des priorités à hiérarchiser. Et la première priorité, c'est ça. Donc pour moi, si Marine doit mettre de l'eau dans son vin, écoutez, je ne suis pas le placée pour lui donner des conseils, en fait. Mais tu sais, moi, je vais te dire une chose. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais, tu as un électorat qui est plus âgé, qui, lui, ne subit pas forcément les problèmes de l'immigration, parce que c'est un électorat qui peut venir des centres-villes, et qui, lui, pour lui, la question économique est centrale, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont voté François Fillon et qui ont dit « Ah ouais, mais moi, si je vote Marine Le Pen, je vais perdre ma baraque, je vais perdre mon pognon, mon PEL, mes actions, mes machins. » Et je pense que c'est important aussi. Comment tu vois ça? Ouais. Oui, mais l'économie, ça va aussi avec l'immigration aujourd'hui. C'est de pair. L'économie et l'immigration, ça va ensemble parce que c'est l'immigration aussi qui nous. Il y en a, ils font venir des immigrés. Notre État fait venir des immigrés pour les payer moins cher. Pour payer moins cher parce qu'en français, ils vont être payés plus cher. Mais les Français, à côté de ça, ils n'ont pas de travail du coup parce qu'ils refusent d'être payés au SMIC.